Bonne fête avec Sud Radio. Parlons vrai. Et voici tout de suite le point sur l'actualité. François Germain, bonsoir François. Bonsoir à tous. Le dispositif de sécurité pour le nouvel an présenté par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. 90 000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans toute la France dimanche soir, dont 6 000 à Paris, dans un contexte de menaces terroristes très élevé. Par ailleurs, 5 000 militaires de l'opération Sentinelle et des dizaines de milliers de sapeurs-pompiers seront également déployés. Un mandat d'arrêt européen après l'évasion d'un détenu de 17 ans de la maison d'arrêt de Bonneville en Haute-Savoie dimanche dernier. Le jeune homme était en détention depuis une semaine pour vol à main armée. Il a réussi à s'évader en revenant d'une visite médicale. Un appel à témoins a été lancé sur les réseaux sociaux. Le parquet de Nice ne fera pas appel dans l'affaire Christophe Galtier. L'ancien entraîneur de Nice, relaxé, est donc définitivement blanchi des accusations de harcèlement et de discrimination. Il risquait 1 an de prison avec sursis et 45 000 € d'amende. La colère des ostréiculteurs du bassin d'Arcachon. Ils se sont réunis aujourd'hui à Gujan-Mestras et envisagent de porter plainte suite à l'interdiction de récolte et de vente des huîtres suite à des intoxications. Ils se disent victimes et non responsables de la contamination des coquillages provoquée par un débordement des réseaux d'eau usée et pluviale. Autre interdiction de consommation d'huîtres en Normandie cette fois. La préfecture du Calvados annonce l'interdiction temporaire des coquillages provenant des secteurs de Grand-Camp, Mézy et de Géfos-Fontenay après là aussi plusieurs cas d'intoxication alimentaire. Le gouvernement veut s'attaquer à la shrinkflation, la pratique qui consiste à réduire la quantité des produits tout en maintenant le prix, voire même en l'augmentant. Le gouvernement souhaite plus de transparence à ce sujet. Alors il vient de notifier à la Commission européenne un projet d'arrêté qui prévoit d'imposer aux distributeurs d'ajouter sur les paquets un avertissement lorsque cette pratique est avérée. La mesure pourrait entrer en vigueur dès le mois d'avril. Et puis du rugby ce soir avec le début de la 11e journée de Top 14. Le promu Oyonnax face au dauphin du championnat Pau à 19h et un choc entre Clermont et Bordeaux-Bègles à 21h. Voilà pour l'info. Passez une excellente fin d'après-midi. Merci beaucoup François Germain. Et le temps maintenant. La météo Sud Radio. Avec les fromages de brebis Matoc, l'affineur des Pyrénées. Rémi André, on est nombreux à être mal à l'aise. Le Père Noël nous a descendu des belles doudounes, des gros manteaux, tout ça. On s'en sert même pas de nos cadeaux de Noël, Rémi. Non, attendez, c'est le mois de février qui sera le mois le plus froid de l'année. Mais vous savez, même le mois de février l'an dernier a été très chaud. En attendant, écoutez, c'est la douceur qui persiste tout au long de ce long week-end de fin d'année ou de début, comme vous voulez. Dans tous les cas, demain matin, déjà, les températures seront en général comprises entre 5 et 8 degrés. On pourrait même encore dépasser les 10 degrés sur le quart nord-ouest et au bord de la Manche, mais là avec du vent. En effet, demain c'est le vent qui va peu à peu se renforcer sur les bords de la Manche. Alors il souffle déjà pas mal, mais ensuite dans la soirée, une perturbation va approcher, une perturbation qui est accompagnée de vent qui pourrait souffler jusqu'à 100 à 120 km/h sur les côtes de la Bretagne, du Cotentin, et qui sera sensible sur tout le nord du pays avec des rafales intérieures des terres de 60 à 70 km/h. Alors demain matin, on verra tout de même encore pas mal de nuages. Ça devrait s'arranger un petit peu à partir du milieu de journée pour nous donner un semblant d'amélioration demain avec donc un ciel beaucoup plus lumineux sur les 3/4 du pays. Mais voilà, ça ne se terminera pas cette belle journée avant qu'une nouvelle perturbation arrive donc par le nord-ouest dans la soirée. C'est elle qui accompagnera le vent et qui traversera assez rapidement le nord du pays. Et qui traversera l'année 2023 jusqu'à 2024. Tout va être important à partir de maintenant. Merci Rémi André. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Bradel. Soyez les bienvenus, Sud Radio, les vraies voix, dans cette période dite de transition où j'ai le plaisir de vous accompagner chaque soir de 17h à 19h. Profitons-en pour saluer nos amis, Madame de Minibus et Monsieur David, oui, Cécile et Philippe qui se reposent tranquillement. Et bien sûr, avec toute l'équipe des vraies voix, nous sommes là, fidèles avec vous, les auditeurs de Sud Radio. Et ce soir, je tiens à vous dire que les 3 vraies voix sont 3 snipers. Ça va dégainer très fort. Je ne sais pas si vous avez regardé sur X, ex-Twitter, sur les réseaux sociaux de Sud Radio. Nous avons des questions déjà qui plantent le décor et eux, ils vont nous faire le décor. Philippe Bouriaki, éditorialiste écolo, bonsoir. Bonsoir Frédéric. Un petit tour de table sympa notamment. Je sais que je vais vous défier terriblement. Je ne sais pas pourquoi. Vous êtes le bienvenu. Merci. Vous voyez, c'est voilà, c'est le ton est donné. Lui, il est plutôt... Non, pas du tout.
pareil, même chose, à fond. Le directeur de la rédaction de Capital Social, Joseph Touvenel. Bonsoir Joseph. Bonsoir Frédéric. Remonté à fond. Comme d'habitude. Ouais, c'est bien ça qui me fait déjà, peur. Première chose, j'ai entendu un écolo là. Sympa. Ah bon. Une rareté. Voilà. Même entre vous, d'accord, j'ai bien compris. Et puis alors, de last but not least, bien sûr, Mickaël Sadoun, chroniqueur et consultant. Mickaël, prêt à dégainer aussi ? Ouais, prêt à dégainer. On va bien terminer 2023. Bien sûr, il n'y a pas de raison. Bon, on en profite pour faire un petit coucou à Raphaël Rémy Leleu qui devait être avec nous, qui a eu un pépin de santé. Bon courage à elle. En tout cas, on est là, on tient la barre et c'est parti. Vous le savez, le principe, c'est vous les auditeurs de Sud Radio au 0826 300 300. Vous nous laissez des messages en réaction de ce qu'on dit, de ce que vous voulez évoquer dans l'actualité. Eh bien, partons au 0826 300 300. Bonjour, Olivier du 13. Je vous passe un petit coup de fil au sujet des ONG. Je pense que tout simplement, il y a beaucoup à faire pour essayer de préserver au mieux notre planète. Par contre, je pense qu'il faut surtout aussi être attentif à ce que sont les ONG. Voilà, ne pas leur donner quitus parce qu'elles sont estampillées ONG. Je vais prendre un exemple très concret. Pendant des années, j'ai entendu Greenpeace nous expliquer que le nucléaire était une catastrophe. Aujourd'hui, on se rend compte qu'ils avaient tort sur toute la ligne et que la filière énergétique nucléaire était clairement une vraie solution pour préserver la planète et surtout notre autonomie énergétique. Donc, toujours prendre un petit peu de recul avec ce que nous disent ces gens-là. Voilà, bonne fin de journée. Et à bientôt. Voilà qui est intéressant. J'allais vous donner le sommaire et justement on va vous parler un petit peu de nucléaire tout à l'heure. Mais avant de rentrer dans le sommaire, j'aimerais une réaction de vous, les vraies voix, à ce que vient de dire Olivier, notre auditeur. C'est vrai que les ONG, on a tendance à dire que c'est une association de bienfaisance. Pas toujours, Joseph Touvenel. Une ONG, c'est une organisation non gouvernementale. On peut avoir le meilleur comme le pire. Ça dépend quels sont les femmes et les hommes qui s'en occupent, qui le mènent, quelles sont leur idéologie, s'il y en a une, s'ils ont un peu d'honnêteté intellectuelle ou s'ils sont totalement enfermés dans une idéologie. Donc il faut être très concret, comme le dit Olivier. C'est bien vu finalement ce qu'il dit. Ce qu'il nous dit, c'est pour les ONG, il faut appliquer le principe de précaution. Il a raison. Ouais. Mickaël Sadoun. Il y a notamment beaucoup d'ex-politiciens qui se disent allez, je me lance dans une ONG aussi. Ouais, bien sûr, c'est souvent perçu de manière en effet un peu irénique, mais moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par Joseph Touvenel, ça dépend de leur action. On a vu par exemple le rôle de Amnesty International dans des conflits récents et je pense notamment à Israël, on a vu le rôle aussi de la Croix-Rouge. Personne n'est un ange et personne n'est un diable, donc les ONG n'échappent pas à cette règle. On a parlé un peu de nucléaire, alors on en reparlera tout à l'heure. Je vais vous donner le sommaire, cher Philippe Bouriaki. Mais c'est vrai qu'en matière d'écologie, vous qui êtes écolo, en termes d'ONG, il y a foison, quoi. Il y a foison, non mais elles sont utiles. Elles sont utiles parce qu'elles font bouger les lignes. Maintenant, moi c'est vrai que j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de transparence. Moi, je vais rebondir sur ce qu'a dit Mickaël. Tu les as vus se manifester la Croix-Rouge et Amnesty pour les otages. Justement, d'accord. Non, parce que précisément. D'accord. Ah non, précisément. Je leur reproche de ne pas avoir été là comme il fallait. Je ne donnerai pas la Croix-Rouge. Je ne donnerai plus parce que là, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, j'étais un peu. Mais vraiment, elles font bouger les lignes, elles font avancer. Mais lorsque ça devient l'antichambre d'une mouvance ou d'un parti politique ou d'un reclassement, lorsque on veut se débarrasser ou une fin de carrière pour des acteurs politiques, moi ça me pose un petit souci de déontologie. Frédéric, quelle va être cette émission si on est tous les trois d'accord? Non, mais on va trouver. D'accord, mais ça titille un petit peu. Alors cette émission, justement, le grand débat du jour à 17h30. L'information est tombée hier. Il y a toujours plus d'habitants en France, d'après le dernier recensement fait en 2021. Depuis 2015, nous avons en moyenne 203 000 habitants de plus chaque année. Pourtant, les démographes nous interpellent sur le fait que la croissance démographique est en baisse et que ça pose des problèmes liés au vieillissement de la population. Alors quel est votre avis? Nous vous posons la question, vous allez sur le compte X, vous nous appelez au 0826 300 300. La baisse de la croissance démographique en France est-elle vraiment une mauvaise nouvelle? Et puis nous aurons le coup de projecteur à 18h40. La France a exporté plus de 18 000 mégawatts d'électricité à ses pays voisins en 2023. Un record! L'année dernière, la France importait son électricité. Cette année, elle n'a jamais autant exporté. Le redémarrage de réacteurs nucléaires au cours des derniers mois a permis de cesser toute importation.
Et puis la production des éoliennes aussi a également permis d'augmenter nos exportations. Pourtant, l'industrie de l'éolienne, notamment en mer, rencontre de graves soucis de mise en place. Nous vous posons la question, avec les petits hashtags qui vont bien, hashtag énergie électrique, hashtag Union européenne. La France, puissance exportatrice d'électricité, notre réussite passera par 1. le nucléaire, 2. l'éolien, ou 3. les deux cumulés. Vous nous dites un petit peu ce que vous en pensez. Vous voyez le débat qui pointe derrière. Allez, on y va. Nous accueillons notre auditeur du jour. Les vraies voix Sud Radio. Et selon la formule consacrée, notre auditeur est une auditrice. C'est Sandrine. Bonsoir Sandrine. Bonsoir à tous. D'Évian-les-Bains. Tout à fait. Alors, je ne trahis pas de secret, mais vous allez passer un petit moment avec nous dans l'émission. Et vous savez que chaque jour, il y a un quiz sur les coups de 17h50 et que vous allez avoir un avantage énorme. Je tiens à vous le dire. Bon, vous nous appelez d'Évian-les-Bains en Haute-Savoie et vous avez le lac à côté, c'est ça, hein ? Oui. On le voit d'ici. Oh là 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 là. Oui, c'est la tombée de la nuit, donc on le voit de moins en moins clairement, mais oui. Bon, ça va être beau. Alors, écoutez, vous êtes avec nous Sandrine, les vraies voix aussi. Vous connaissez le principe depuis toute cette semaine où j'ai le plaisir de vous accompagner. Nous sommes allés retrouver les moments forts de l'année 2023. Je vous propose à choisir parmi les 5. Vous allez faire votre choix Sandrine, c'est parti. Le 27 juin, suite à la mort de Naël, des quartiers s'embrassent partout en France pour dénoncer la mort de cet adolescent tué par un policier à Nanterre, près de Paris, après un refus d'obtempérer. Des milliers de voitures et de bâtiments sont brûlés, plus de 700 policiers blessés. Deuxième événement de l'année, pendant 2 mois, à l'automne, la France accueille la Coupe du Monde de rugby. L'Afrique du Sud s'impose en finale face à la Nouvelle-Zélande, à retenir un immense succès populaire avec 2,4 millions de spectateurs, plus de 350 millions de recettes de billetterie, un impact positif sur l'économie française et une sécurité maîtrisée malgré un risque terroriste fort. Troisième événement, le 24 septembre, le pape François se rend à Marseille, notamment pour une messe géante réunissant 60 000 fidèles, dont le président Emmanuel Macron. Une visite de 2 jours dominée par la dénonciation du sort réservé aux migrants. Je cite, « Ceux qui risquent leur vie en mer n'envahissent pas, ils cherchent hospitalité », martèle le chef de l'Église catholique. Quatrième événement, putsch au Niger le 26 juillet. Une junte militaire prend le pouvoir dans ce pays africain après avoir renversé le président Bazoum. C'est le 5e pays de la région dans la bande sahélienne, miné par le djihadisme, à subir un coup d'État en 3 ans. Et c'est le 3e dont les forces françaises sont chassées après le Mali et le Burkina Faso. Enfin, le dernier événement, en janvier, l'armée russe, renforcée par 300 000 réservistes et épaulée par les paramilitaires du groupe Wagner, repasse à l'attaque dans l'est de l'Ukraine. En mai, Moscou revendique la prise de Bakhmout. La contre-offensive de Kiev, tant attendue par ses alliés occidentaux, est lancée début juin pour tenter de reconquérir les territoires occupés par Moscou, en vain, en dépit des milliards d'aides militaires occidentales. Alors nos vraies voix choisiront tout à l'heure vers 18h30 parmi ces événements, mais c'est à vous maintenant Sandrine, lequel de ces 5 événements a retenu votre attention ? Alors, j'aurais bien aimé parler du deuxième, mais Philippe David n'est pas là et je suis totalement d'accord avec lui sur l'arbitrage. Donc, voilà. Ouais. Oui, mais alors ça c'est le problème. S'il y a une différence entre mon grand pote Philippe David et moi, c'est que je ne discute jamais les discussions de l'arbitre, parce que lui vient du rugby et moi du hand. Vous voyez, on est un petit peu différents. Alors, quel est votre choix ? Non, mais malheureusement, je vais parler de quelque chose de beaucoup plus grave. Je vais prendre le dernier sujet sur l'Ukraine et la Russie. Ouais. Allez-y. Voilà. Allez, comme on est en période de fête, j'ai envie de reprendre quelque chose que j'ai écrit il y a déjà plus d'1 an. Et on va essayer de mettre un peu de poésie dans ce monde. Pacifiste, mon ami, tu as bercé mon enfance comme celle de mes amis Hank et Simona. J'ai appris l'allemand, leur langue, parce qu'on disait plus jamais ça. Alors, warum? Mais pourquoi? S'il en est un qui peut sauver tout, qui peut tout replanter, c'est bien toi, mon...
Oh, c'est dommage, ça a été coupé. On l'a perdu, c'est dommage. C'était très joli ce que disait Sandrine. Bon, on essaye au standard évidemment de retrouver Sandrine. Nos équipes sont là. Je vois Benoît Goutorme, notre réalisateur, qui s'affaire. Bon, est-ce qu'on a retrouvé Sandrine? On l'a pas visiblement. Oui. Si, on l'a, Sandrine. Alors, vous avez, on va reprendre après Varoum. Allez-y. Varoum, pourquoi? S'il en est un qui peut tout sauver, tout replanter, c'est bien toi, mon ami. Toi qui as tout compris. Pacifiste je suis, pacifiste je resterai aussi, et j'ai beaucoup d'amis. N'oublie pas les millions de morts russes pour nous libérer des pays nazifiés, et je plains les Ukrainiens chers à canon, comme l'ont été d'antan les 4 frères de mon arrière-grand-père. Français contre Germains, Russes contre Ukrainiens, cousins contre cousins, leurs morts ne servent à rien. Et ça, tu le sais bien, mon ami pacifiste, mon copain. Pacifiste de tous les pays, soyons unis, soyons amis. Et je finis par un post-scriptum. Vive la liberté et vive la France. Oh, c'est beau, Sandrine. On applaudit, Sandrine. Les vraies voix. Non, vraiment, c'est joli, c'est très touchant. Vous écrivez régulièrement des poèmes, Sandrine? Oui, mais alors, comme vous devez en avoir pris conscience depuis quelques années, la poésie est maltraitée. Oui, c'est vrai. Bon, alors ça fera l'objet d'un autre débat. Bon, vous restez avec nous toute cette émission. On est très content de vous avoir retrouvé du coup. On a pris un petit peu de temps, mais vous inquiétez pas, on avance. On est là, les vraies voix, c'est maintenant. André Berkoff vous souhaite de sublimes, d'intensives et de jouissives fêtes avec Sud Radio. Bonne fête avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Bien sûr. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brandel. Vous êtes les bienvenus, les auditeurs de Sud Radio. Vous intervenez sur nos débats, on vous les a donnés. Il y a de quoi palabrer. Bon, en plus, nous avons notre auditrice Sandrine qui nous a lancé sur le rugby. On est revenu sur les histoires d'arbitrage. Bref, on va pas en sortir. Surtout que ce soir, nous avons Philippe Bouriaki, Joseph Touvenel, Mickaël Sadoun, que j'ai qualifié tous les 3 de snipers. Ils sont les vraies voix de ce soir. Et ils vont accueillir, comme nous, l'homme des 3 mots de l'actu. Les vraies voix Sud Radio. Et juste avant le week-end, on fait un tout petit tour de l'actu, donc avec vous, Louis de Kergorlet. Et au sommaire, vous allez nous parler, donc vos 3 mots, d'Ukraine, Google et Depardieu. Voilà, alors on va commencer avec l'Ukraine et cette nouvelle qui nous est parvenue ce matin. Pas moins de 100 missiles ont été tirés sur l'Ukraine, faisant une dizaine de morts et une centaine de blessés. Les autorités ukrainiennes n'ont pas encore établi de bilan définitif. Et puis, quand on parle de Google, on parle aussi souvent de la protection des données des utilisateurs. Eh bien, le géant informatique pourrait bien débourser une somme historique envers tous ses utilisateurs. On y revient dans un instant. Et puis c'est décidément le feuilleton de cet hiver. L'affaire Gérard Depardieu continue de faire grand bruit, ou plus exactement les suites avec cette fameuse tribune. Certains signataires commencent à regretter leur participation. Tiens, et donc... Les vraies voix Sud Radio. Vous nous en parliez, l'Ukraine à nouveau fortement touchée par une attaque de grande ampleur par les forces russes ce matin. Oui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 100 missiles tirés, 18 morts et 132 blessés. Voilà le bilan provisoire de cette attaque qui a visé simultanément plusieurs grandes villes ukrainiennes, dont la capitale Kiev. Et puis voici une vidéo qu'a postée Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, sur son compte X. Voilà, alors ce que vous entendez, ce sont des femmes qui recherchent leurs enfants dans les décombres d'une maternité. Des écoles, des centres commerciaux ainsi que de nombreuses habitations ont été touchées. La Russie qui a revendiqué ces frappes et a confirmé et a indiqué que toutes les cibles qu'elle visait ont bien été atteintes. Les cibles en question étaient des sites militaires, des dépôts de munitions ainsi que des lieux de déploiement pour soldats ukrainiens et mercenaires. De son côté, la France a réagi et notamment le ministère des Affaires étrangères qui condamne, je cite, avec la plus grande
grande fermeté les frappes massives de missiles et de drones en Ukraine. Un missile aurait par ailleurs atterri en Pologne il y a quelques heures sans que l'on ait un bilan précis pour l'instant. Oui, nous en parlions juste avant et on restera sur ce très beau poème de Sandrine qui nous appelait au 0826 300 300. Allez, continuons. Cela pourrait être l'un des plus gros procès de tous les temps. Le géant américain de l'informatique Google pourrait être condamné à verser plusieurs milliards de dollars à ses utilisateurs. Tout à fait, une somme qui pourrait être estimée à 5 milliards de dollars. Tout cela pour potentiellement ne pas avoir respecté les données privées de ses utilisateurs. Alors, tous les utilisateurs de Google ne sont pas concernés, mais seulement les millions qui se sont regroupés dans une plainte collective datant de 2016. À raison de 5 000 dollars par utilisateur, on arrive à peu près à une amende totale de 5 milliards. Cela concerne les fameux cookies, données de navigation. Donc, il existe notamment un mode de navigation appelé navigation privée, censé ne pas conserver vos données de navigation. Mais apparemment, Google récupère tout de même vos données via ce système, voilà, qui n'a de privé, visiblement que le nom. Ce qui a donc mené à cette plainte. Donc, en France, nous avons a priori moins ce problème depuis la mise en place du règlement sur la protection des données. Donc, le fameux acceptez-vous les cookies, dès que vous allez sur n'importe quel site. Enfin, quoi qu'il en soit, la question de cette amende record va maintenant passer entre les mains des tribunaux américains qui auront jusqu'au 24 février pour donner leur verdict. Il est temps, Philippe Bouriaki, parce que pour eux, c'est open bar, Oui, c'est important. Les GAFAM. Les fameux GAFAM. C'est toujours les grands patrons de ce monde. Et aujourd'hui, les GAFAM peuvent vous faire basculer un gouvernement, peuvent faire gagner une élection. Blague à part. Donc, il faut qu'il y ait une régulation forte. Ouais. Et du coup, il faut que nous aussi, on se constitue. Combien? 5 000 dollars? 5 000 dollars par utilisateur. Intéressant, non? Oui, on va les contacter. Oui, on va les appeler, les autres. Je crois que c'est intéressant. Michael Sadoun est sur le coup. Joseph Touvenel, vous allez, vous acceptez les cookies, vous, quand on vous dit Très rarement. Très rarement. Oui, sur les sites amis, sur les sites que j'ai envie d'aider, oui, c'est une sorte de don. Mais sinon, je refuse systématiquement. Quant aux 5 000 dollars, comme c'est aux États-Unis, à la fin, les gens vont toucher 100 dollars parce que les avocats se sont gavés avant. Donc, regardez bien les frais de justice aux États-Unis. C'est aussi délirant. Michael Sadoun, on nous observe, Big Brother is watching you, le fameux George Orwell, 1984. Bien sûr, et c'est surtout nous qui lui donnons d'abord ses premières armes. Et moi, je suis d'accord avec Joseph, je pratique un genre de militantisme numérique en acceptant que les cookies nécessaires sur les sites avec lesquels je suis pas forcément en accointance et sur les sites, les médias avec lesquels je suis plutôt en accord, et Sud Radio en fait évidemment partie. Bien sûr. J'accepte tous les cookies pour qu'ils disposent pleinement de ma donnée afin de me faire des publicités. Moi, j'avais tendance à accepter en me disant sinon ça va bloquer, je vais pas pouvoir bien naviguer, mais finalement vous me confirmez qu'on n'est pas obligé d'accepter. Non, pas du tout. Et ça n'entrave pas Depuis le règlement RGPD, c'est une obligation des sites internet. La donnée, c'est l'or numérique de demain, donc c'est une propriété de chaque individu. Il faut qu'on apprenne aussi à la gérer et à la protéger. Bon, merci Louis pour ce deuxième point. Et le troisième, allez, on poursuit le feuilleton. Je vous lance, on revient une fois de plus sur cette affaire Depardieu qui n'en finit plus de défrayer la chronique. Certains signataires de la tribune commencent à faire volte-face. Exactement, et pas n'importe qui, puisque c'est Carole Bouquet qui a pris la parole sur ses réseaux sociaux pour se rétracter. Alors voici ce qu'elle a dit. « Je ne soutiens pas les idées et valeurs associées aux journalistes porteurs de cette tribune. Lui donner de la visibilité par l'entremise de Gérard me met, comme vous pouvez l'imaginer, profondément mal à l'aise. » Même chose du côté de l'acteur Yvan Attal. Il s'est contenté de dire que la pétition ne lui convenait pas totalement. Je cite, « J'ai d'ailleurs demandé aux gens qui ont écrit cette pétition de reformuler des choses, de parler de certaines choses, et ils n'ont pas voulu. » Alors pourquoi ce revirement? Eh bien peut-être parce que le comédien et co-auteur de la tribune Yanis Eziadi s'est fait particulièrement critiquer sur son passage à l'antenne de BFM il y a 2 jours pour ses propos. Écoutez. Les hommes ont peur. Peur de quoi? Ont peur d'avoir des plaintes contre eux, quand bien même ils n'auraient rien fait. Et d'ailleurs, il faut rappeler quand même que c'est arrivé combien de fois que des hommes médiatiques publics soient accusés, traînés dans la boue publiquement et ensuite blanchis. Pour l'instant, aucun autre signataire n'a réagi, tout comme Gérard Depardieu qui s'était contenté de trouver la tribune belle et les signataires courageux. Alors c'est particulier les vraies voix, parce que c'est vrai, on a tous peur. Enfin moi je le dis, je suis plutôt du genre sympa, avenant, j'étais ce qu'on appelait un dragueur, et maintenant j'ai peur. Mais finalement, est-ce plutôt une bonne chose d'avoir peur aujourd'hui parce qu'on avait tendance à faire un peu n'importe quoi, Michael Sadoun?
Non, moi j'estime qu'il y a eu des bons apports de la révolution MeToo. C'est très bien que les filles qui se soient fait agresser ou qui aient assisté à des scènes simplement inconvenantes puissent en parler et qu'il n'y ait pas de sanctions sociales pour ça. Ça c'est très bien, c'est magnifique. Mais pour le reste, je trouve qu'on est en train d'entrer dans une judiciarisation excessive. Je dirais pas le nom, mais il y a un chef d'entreprise qui m'a récemment dit « Je ne prends jamais l'ascenseur seul avec une femme. » Et lorsque je reçois une femme dans mon bureau, je garde toujours la porte ouverte pour qu'il y ait des témoins de notre entretien. Est-ce que c'est de ce monde dont on a envie ? Je ne pense pas. Après, évidemment, c'est pas les femmes qui sont en cause dans tout ça. C'est le traitement médiatique des affaires qui après fait peser une chape de plomb parce qu'on sait qu'on sera condamné avant même le verdict de la justice. Ça n'empêche pas du tout les femmes de s'exprimer et évidemment d'aller rapporter les choses quand elles les ont vécues. Et je précise, y compris même dans cette émission des Vraies Voix de Sud Radio, où nous devions avoir Raphaël Rémy-Leleu parmi les Vraies Voix, qui est en plus une féministe de la première heure. Malheureusement, elle est malade. Encore une fois, on lui envoie un petit coucou à Raphaël. Et encore une fois, bon là, on réagit comme ça. Dommage, on aurait eu un débat, je pense, assez intense sur la question, parce que je ne condamne pas non plus toute forme de virilité que je trouve essentielle dans la société. Mais bon. Oui. Il y a débat. Merci Louis, en tout cas. Le temps a tourné, du coup. On va se retrouver dans un instant avec le premier débat. 67,5 millions d'habitants, c'est le nouveau bilan démographique de la France. Mais il y a une baisse de la croissance démographique. Alors, est-elle vraiment une mauvaise nouvelle ? Qu'en pensez-vous, vous les auditeurs de Sud Radio ? On en parle avec nos 3 vraies voix, il y a plein de choses à dire. On va voir que notamment la population baisse dans certaines régions, augmente dans d'autres. Très intéressant tout ça, donnez-nous votre avis, à tout de suite. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brandel. C'est une émission qui s'annonce redoutable. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Vous êtes plus de 800 000 abonnés. Alors, vous voyez pas quand c'est hors antenne, mais là, justement, hors antenne, les 3 vraies voix là étaient remontées parce que on est déjà dans le débat, enfin dans tous les débats. Dans un instant, 17h30, nous y sommes. Ça y est, oui, nous allons lancer le débat sur la démographie française. Avec nous, Philippe Bouriaki, éditorialiste écolo, Joseph Touvenel, directeur de la rédaction de Capital Social, Mickaël Sadoun, chroniqueur et consultant. Envoyez le débat. Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Et je précise que nous avons aussi Sandrine, notre auditrice. Sandrine Chelotti avec l'accent. Voilà, donc bien Sandrine. Je sais pas pourquoi j'ai l'accent savoyard. Oui, voilà. Ah, non, l'accent savoyard, c'est différent. Non, parce que c'est évident, c'est au centre de l'Europe. Oui, non, mais c'est plus sympa. Enfin, c'est sympa aussi, l'autre accent. Bon, je suis en train de m'en mêler. C'était pas bon. Je ne suis pas bon là-dessus. Ce n'est pas bien. Alors, donc, allons-y. Nous sommes 67 408 052 habitants au dernier recensement réalisé en 2021. Il y a toujours plus d'habitants en France. En moyenne, 203 000 habitants de plus chaque année. Pourtant, les démographes nous interpellent sur le fait que la croissance démographique est en baisse et que ça pose des problèmes liés au vieillissement de la population. Ce qui se traduit par une diminution des naissances et une hausse des décès. Vous, auditeurs de Sud Radio, qu'en pensez-vous ? Vous nous appelez au 0826 300 300. La question, la baisse de la croissance démographique en France est-elle vraiment une mauvaise nouvelle ? Et tenez-vous bien, il y a déjà une première tendance que nous avons sur le compte X. Pour l'instant, vous dites oui, c'est une mauvaise nouvelle, mais simplement à 57%. 43 disent non, c'est pas une mauvaise nouvelle qu'il y ait une baisse de la croissance démographique. Vous êtes avec nous, Sandrine. Vous allez lancer le débat. Vous positionnez comment par rapport à ça ? Eh bien, dans la minorité. Moi, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Allez-y. Je pense que on est en permanence en train de nous parler des excédents démographiques comme quelque chose de positif. Et d'un autre côté, on voit qu'il y a un problème de surpopulation sur la planète. Donc, c'est quand même assez antinomique. On voit bien que le luxe de demain, c'est l'espace. Les pays dans lesquels on est le plus heureux, c'est la Finlande, par exemple, qui est quand même pas un pays très peuplé. Il faut savoir un petit peu ce qu'on veut. Moi, je reviens de Paris et il y avait très peu de Parisiens. Et tout le monde disait, c'est super. Alors, est-ce qu'on veut être nombreux ou est-ce qu'on veut vivre mieux ?
Oui. Je pense que les Français, c'est quand même un peuple qui a la grande sagesse de s'autoréguler. Et on comprend pas très bien pourquoi, de l'autre côté, on nous parle en permanence des problèmes de démographie. Alors on nous parle des retraites, mais économiquement, on sait qu'il y a d'autres solutions. On n'est pas obligé de forcément avoir de plus en plus d'enfants pour pouvoir trouver des solutions pour les retraites. Il y en a plein d'autres. Je savais qu'avec ce sujet, on y viendrait sur les retraites. On va se refaire un coup de 2023, Sandrine. Écoutez, Sandrine, vous êtes avec nous, vous participez, vous êtes vraie voix, tout comme vous d'ailleurs, les auditeurs de Sud Radio. Vous n'hésitez pas à nous appeler. Réaction déjà sur ce que vient de dire les vraies voix, Sandrine. Vous, Mickaël Sadoun, vous partez du principe que ça fait aussi un peu tourner la tête de se dire que chaque année on est 203 000 de plus. Oui, ça c'est sûr que c'est pas seulement un déclin de la fécondité en France, c'est aussi le phénomène migratoire qui va avec, et donc nécessairement, mathématiquement, j'ai envie de dire, un changement de population qui se fait de manière plus ou moins massive et qui fait donc peser un risque sur la culture du pays d'accueil, en l'occurrence la France. Moi je suis d'accord avec ce qui a été dit avec Sandrine, c'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle. Il y a des petites puissances démographiques qui sont des pays qui tournent très bien, des économies qui marchent merveilleusement bien. Je pense évidemment aux pays du Nord, je pense aussi à un pays comme Israël, mais il faut savoir que quand on est une petite puissance démographique, on est une petite puissance tout court. Donc on a besoin de se placer sous l'aile d'une plus grande puissance. C'est le cas de tous les pays que j'ai cités juste avant. Et la Finlande vient d'intégrer l'OTAN parce qu'elle avait besoin d'une protection, notamment avec son voisin russe. Exactement. La France a quand même une tradition où elle aime peser sur la scène internationale, elle aime être une grande puissance, elle aime être le phare de l'Europe. Donc elle aurait intérêt quand même à mener une politique familiale favorable à une croissance démographique. D'autant plus que la croissance démographique, la fécondité par femme, c'est un indicateur aussi de l'optimisme dans un pays, de sa capacité de projection vers l'avenir, et c'est quand même pas rien. Ceci dit, il faut relativiser le constat. La France fait 1,75 enfants par femme. La moyenne dans l'Union européenne, c'est 1,5. Donc on est plutôt au-dessus de la moyenne. Quand on pense à un pays comme l'Italie qui a 1,2 ou 1,3, ce qui est une situation catastrophique qui l'amène d'ailleurs à amener des immigrants de manière massive, on peut quand même se réjouir de la situation française pour le moment. Mickaël Sadoun, vous n'avez jamais été autant dans le « en même temps » que ce soir. Je suis vous allez faire une nuance. Réaction de Joseph Touvenel. Alors, on essaye de recentrer parce qu'il y a plusieurs parties là-dessus. Déjà sur sommes-nous trop ou pas assez nombreux, Joseph Touvenel? Aujourd'hui, on vit le suicide européen. Alors effectivement, on peut penser qu'il est bien de disparaître de la planète. Moi, je le pense pas. On peut penser qu'il est bien de disparaître en France. Je ne pense pas non plus. Aujourd'hui, pour le simple renouvellement, il faut une natalité de 2,1. Alors le 0,1 m'amuse beaucoup, mais c'est parce qu'il y a des morts. C'est la fameuse moyenne, etc. C'est un peu plus de 2 enfants par femme. Aujourd'hui en France, on est à 1,9. Donc on ne renouvelle pas, on perd. Alors soit on a de l'espérance, de l'attachement à un pays, à une culture, à une nation, et on veut qu'elle se développe. Parce que la jeunesse, en plus, c'est de l'optimisme. La jeunesse, c'est de la vie. La jeunesse, ça nous remue. La jeunesse, ça nous bouscule. Je n'ai pas envie d'un pays de vieillards que Kochim. Avec le risque, avec d'une civilisation qui s'écroule, remplacée par d'autres, qui sont pas toujours sympathiques, je pense notamment à la condition des femmes. Quant au sujet de la surpopulation, il est très très surfait, il n'y a pas de surpopulation. Même en France, il n'y a pas de surpopulation. J'invite Sandrine à faire comme je l'ai fait, traverser le Larzac à pied. Vous allez voir, il y a de la place. Ça, c'est intéressant. Il y a de la place. C'est-à-dire que parce qu'on repose la question de la décentralisation. Il y a des très grandes métropoles. Voilà. Si j'ai une vision planétaire, il y a des gros problèmes avec d'énormes métropoles, mais il y a aussi des endroits où il y a personne, et il faut aussi sauvegarder des endroits où il y a personne. C'est un problème d'équilibre. Je note d'ailleurs que la Chine maintenant est en décroissance. Alors je parle même pas des problèmes économiques qui peuvent venir derrière. Pour moi, ils sont secondaires. Mais c'est le principe de la vie, d'accueillir la jeunesse. Et on n'est pas, voilà, la civilisation des vieux, c'est pas la mienne. Sauf que Philippe Bourriaki, je reviens parce qu'il y a plein de choses. Je savais qu'on aurait à être très large sur ce sujet, mais l'argument de Joseph Touvenel, il est hyper béton. Vous allez dans le Larzac, vous allez en Ardèche, il y a plein d'endroits où il n'y a pas grand monde. Mais on va en Île-de-France, on va dans les Alpes-Maritimes. Il y a des endroits où
il y a tellement de monde qu'on attend aussi tellement longtemps pour avoir un rendez-vous. Bref, c'est pas évident cette histoire de population. Il faut faire un rééquilibrage en fin de compte, mais quand vous concentrez les pouvoirs, quand vous concentrez les médias, quand vous concentrez le travail sur des zones géographiques bien précises, naturellement, l'humain, je le rappellerai à nos auditeurs et nos auditrices, nous sommes des nomades. En vérité, nous ne sommes pas des sédentaires. Hein, je suis à 2 doigts de prendre ma caravane et d'aller autre part. Mais c'est vrai, on se déplace, on migre par rapport aux saisons, au gibier, c'est dans nos gènes. Donc, et je pense que grâce au télétravail, il va y avoir une dispositif. C'est-à-dire que des gens vont pouvoir, justement, dans le Larzac, pouvoir travailler. Mais s'ils sont en zone blanche et qu'ils n'ont pas de haut débit, qu'ils n'ont pas de 5, 6G, même si on peut en discuter sur les 5G, ça pose quelques problématiques. Ce qu'il faut savoir en tout cas, c'est que nos greniers en France peuvent nourrir 100 millions de personnes. Donc on a de la marge, là je le rappelle, nous sommes 67,5. Après, sur un plan économique, et ça on ne peut pas l'occulter... 67,5 comprenant les territoires d'outre-mer hors Mayotte. Pardon, continue. D'accord. Alors... justement, on a de la place au Kerguelen, mais on pourrait envoyer ceux qui nous embêtent un petit peu, comme l'a proposé Jean-Marc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on a de la marge, mais si on occulte le problème économique du paiement par répartition de nos retraites, c'est soit va falloir travailler encore plus tard, excusez-moi, je sais pas ce que je propose, soit va falloir cotiser plus, voire même les deux. Oui, donc c'est logique. Il y a un ratio à faire. On va aller. C'est la dernière solution. Je vais pas dire exactement ça. Ouais, Joseph. C'est à la fois exact et à la fois il manque un élément important, c'est l'augmentation de la productivité. Oui. Quand je me mets un siècle en arrière, la productivité dans un champ pour avoir du blé était absolument pas la même que celle aujourd'hui. Et donc, en gagnant en productivité, on peut nourrir plus de monde, etc. C'est pas un élément marginal. Sauf qu'après, les écologistes dont vous faites partie, Philippe Boriaki, vont vous dire que ça crée une surproduction aussi. Tout dépend comment on produit. Il s'agit pas de mettre des produits. Tout dépend comment on produit. Mais le problème du gain de productivité, ça a été accentué grâce à la motorisation et grâce à la mécanisation, qui a supprimé des emplois. Donc, il faut vraiment qu'on fasse attention. Il y a un juste équilibre. Mais en même temps, on a baissé la durée du travail. Ce qui a permis à plus de travailler. Non mais excusez-moi les vraies voix, mais mais je m'y attendais. Vous êtes exceptionnel, c'est-à-dire que à chaque fois il y a un argument, mais qui en remet un autre, mais tous les arguments sont valables. C'est-à-dire que Michaël Sadoun, là on est en face d'un problème philosophique. Ça va très loin cette question. Oui, quasiment. C'est là qu'on voit vraiment que la démographie, c'est d'ailleurs plutôt ce que dit la droite, parce qu'en général, la gauche n'aime pas trop la démographie, qui est perçue comme une science occulte, fasciste, qui obligerait les femmes à faire des enfants ou que sais-je. Mais la démographie, c'est le moteur de l'histoire. Pour les nations, à l'échelle internationale, ça définit des changements de paradigme économiques, sociaux. Donc évidemment, quand on met un pied dedans, on est obligé de parler de la question économique, on en a parlé, de la productivité, de toute la question des retraites, de la pyramide des âges qui conditionne ça, etc. On peut aussi parler de l'autre grand sujet de l'année qui était l'immigration, on en a parlé un petit peu plus tôt. Ça conditionne tout, la natalité. Donc nos politiques ont intérêt à s'en mêler. Je crois que la dernière fois que ça a été fait, François Hollande a supprimer l'universalité des allocations familiales, ce qui pour moi était plutôt une erreur. Je pense qu'on surestime largement l'impact quand même de cette mesure, parce que la baisse de la natalité, elle est générale, elle concerne tout l'Occident. C'est pas que la France. Oui, c'est le mode de vie occidental. C'est le mode de vie occidental. Et ce qui n'est pas le cas de mode de vie d'autres civilisations aujourd'hui. Notamment l'Afrique qui est à 4 enfants par femme. Voilà, Michaël, cette décision, avec d'autres qui ont suivi, ont fait le basculement d'une France qui était au-dessus du remplacement des générations à passer en dessous. Et puis, il y a un élément qui est quand même plus qu'intéressant, je trouve, c'est poser la question aux familles, aux femmes, aux hommes, et le désir, l'envie, c'est d'avoir plus d'enfants, disent-ils, les couples en général, pas tous, mais la majorité, mais ils ne peuvent pas pour des raisons qui sont des raisons financières, notamment liées au logement. Justement, nous y allons, et je propose de ressolliciter Sandrine. Vous êtes toujours avec nous, Sandrine, au 0826 300. Sandrine, vous, je sais pas, vous avez l'âge d'être maman, on est sensiblement du même âge, je ne dirais pas quel âge nous avons, ça ne regarde personne, mais on est peut-être d'une génération où on avait peut-être un peu moins de crainte de faire des enfants plutôt qu'aujourd'hui, c'est ça ?
peut-être, mais en même temps, on est d'une génération qui n'a pas manqué de professeurs, qui n'a pas manqué de médecins. Aujourd'hui, moi j'ai une fille qui en âge d'être en études. On nous parle du fait qu'il n'y a plus de numerus clausus pour la formation en médecine. C'est pas tout à fait ce que je constate. On est de plus en plus nombreux. C'est vraiment un sujet qu'il faudrait relancer, notamment si on veut augmenter la population. Ça s'accompagne de plus d'infrastructures, de plus de médecins formés. Mais ça, il faut y penser évidemment 10 ans avant. Ouais. Donc là aujourd'hui, on est à un stade où évidemment, on a beaucoup de retard sur l'éducation, la santé, etc. Et on continue à penser seulement en termes de démographie. Moi, il me semble qu'il y a quelque chose là qui tourne pas rond. Alors, je suis la génération qui a connu des plans quinquennaux. Ouais. Sur 5 ans. Il fallait penser à l'avenir. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on pense aujourd'hui un peu à court terme. Malheureusement, c'est vrai qu'il faut penser à la formation des médecins. Et aujourd'hui, je vois par rapport à Grenoble, par exemple, moi je pense qu'il n'y a pas assez de possibilités pour entrer en seconde année à Grenoble. Alors, en première année, apparemment, ils sont en distanciel. Donc, ils peuvent en prendre peut-être beaucoup, mais le passage en deuxième année est difficile. Et il y a aujourd'hui des amis de ma fille qui vont être obligés de partir au Portugal. Ça, c'est incroyable. Ouais. C'est-à-dire qu'on manque de professionnels et c'est ça un petit peu ce que nous évoquions avec vous, les vraies voix, tout à l'heure, en parlant de la productivité, en parlant de tout un tas de choses. C'est-à-dire que on est capable, mais encore faut-il s'organiser pour pouvoir. Je voudrais juste vous citer quand même quelques chiffres qui sont issus de ce fameux recensement de 2021. Donc entre 2015 et 2021, le rythme de croissance dépasse la moyenne française de 0,4% dans 9 régions. Il est le plus élevé en Guyane avec 1,6%, en Corse avec 1%, en Occitanie avec 0,7%. Et ce qui est intéressant, donc nous avons en plus de ces régions, les Pays de Loire et l'Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que la Bretagne également, qui ont quand même toujours, de par leur attractivité, un afflux de population. Ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a l'attachement au bien vivre, Michael Sadoun. Oui, évidemment. Dans tout le débat qu'on a abordé, je voudrais quand même pas donner l'impression que les personnes au-dessus d'un certain âge n'ont aucune utilité dans la société. Je pense que c'est un grand tort de notre époque de considérer ça. Oui. D'autant que le vieillissement de la population, il suit le rajeunissement du vieillissement. Vous m'avez compris. C'est-à-dire qu'on est vieux de plus en plus tard. C'est de moins en moins le cas. De moins en moins le cas, notamment à cause de la mauvaise alimentation et d'un certain arrêt des progrès en termes de médecine, etc. L'espérance de vie n'a pas progressé comme on le voulait dans les pays occidentaux. Elle ne progresse plus d'ailleurs. Elle ne progresse plus, d'accord. Donc, moi, je pense qu'il faut mieux intégrer ce troisième âge à l'économie. Il faut arrêter de considérer que c'est un rebut de la société. On l'a entendu parfois pendant le débat sur les retraites, mais l'activité des seniors fait partie de l'activité économique, même si elle n'est pas décomptée par le PIB, puisque les personnes qui sont à la retraite, ils gardent les enfants, les petits-enfants, ils participent à des activités associatives, donc même s'ils ne produisent pas un travail effectif, ils font totalement partie de la vie de ce pays. Je pense aussi que leur expérience, leur sagesse, leur capacité à gérer peut-être mieux les relations sociales devraient être beaucoup mieux mises à profit par nos sociétés. Voilà. Bon, en faisant le point de tout ce qu'on entend... Désolé, je me suis éloigné du sujet que vous aviez abordé, mais je trouvais ça important de le rappeler. Non, mais c'est encore un élément qui nous fait dire que, quelle que soit la problématique de démographie, il y a la question à chaque fois de l'organisation de la société. Eh bien, on conclut justement le débat avec la réponse à la question. Alors, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, le fait qu'il y ait une baisse de la croissance, ça croît toujours, mais une baisse de la croissance démographique. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, Joseph Touvenel? Attention, c'est pas une croissance démographique, c'est une croissance du nombre d'habitants, c'est pas la même chose, puisque la démographie par la natalité, elle ne croît plus, on remplace plus les générations. Alors c'est bien que ça augmente. Mickaël a mis le doigt sur quelque chose tout à l'heure qui est important. Ça ne veut pas dire qu'il faut fermer sa porte et on n'accepte personne de différent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un risque de changement de culture profond et qu'il faut au moins le mettre sur la table pour en débattre. Parce que les nouvelles populations massives, ce sont des populations qui n'ont pas la même culture. Et ça pose un vrai problème. Et qui peuvent peut-être faire plus d'enfants que... Alors, allez-y, et à vous de conclure, Philippe Bouriaki. Non, je crois que c'est oui, il faut leur apprendre la nôtre, c'est-à-dire l'intégration. L'intégration, tout simplement. Mais moi, je réclame mes druides. Ils sont où mes druides ?
Moi, légèrement, ils ont remplacé mes druides. Je les veux, moi. La potion magique, oui. Non, mais l'intégration, elle peut se faire, mais au-delà d'un certain nombre, on n'a pas assez de moyens en fait, pour la réaliser. Le problème, c'est que si tu les regroupes et que tu les laisses entre eux, effectivement, l'intégration, elle n'est pas possible. C'est pas une question de répartition. Regarde dans les villages comme Saint-Brévin, etc. Quand tu as 100 habitants dans un village et que tu amènes 20 migrants, c'est déjà un remplacement de population. Mais t'en ramènes que 2. Ah oui, d'accord. Pour s'intégrer, encore faut-il avoir le désir de s'intégrer. Alors, on connaît des gens, on connaît des familles qui sont parfaitement intégrées depuis des générations parce qu'ils avaient le désir de s'intégrer. Aujourd'hui, on a affronté autre chose. Ceux qui ont le désir de s'intégrer, aucun problème. Et ceux qui ne veulent pas s'intégrer, mais qui veulent détruire notre cité. Et là, nous sommes en train de partir sur la prolongation de notre débat. Donc, on a bien compris, c'est sujet très équilibré. Et cette histoire de croissance de la démographie, de la natalité, appelons-le comme ça, cher Joseph, ça pose tout un tas de questions. On a tous envie d'avoir des enfants, des petits-enfants et tout ça. Mais c'est pas simple quand même dans cette société. Bon, vous voulez quelque chose d'un peu plus simple ? On va chanter avec le quiz, tout ça. Voilà. Magnifique. Sandrine reste avec nous. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Ça s'est passé sur Sud Radio. La parole aux auditeurs. Corinne, qu'est-ce que vous pensez de l'affaire Depardieu ? Je savais pas que la bouffitude était interdite en France. Je sais pas, il y a un article de loi, un décret, je sais pas. Il faut arrêter le lynchage. Ces propos n'étaient pas appropriés, mais si vous allez dans les bars à minuit, vous en entendrez pire que ça. Moi, je pense que la nouvelle génération, ils sauront plus comment aborder les femmes. Si tout est un problème. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. N'hésitez pas à continuer vos commentaires sur le compte X, ex-Twitter de Sud Radio. Vous, les auditeurs, vous avez été nombreux à réagir sur notre question de la démographie. Alors, c'est très serré. Et d'ailleurs, c'est très partagé aussi dans les commentaires. On regarde tout, on vous dit tout. Comme je vous le disais, nos vraies voix ce soir sont Philippe Bouriaki, éditorialiste écolo, Joseph Touvenel, directeur de la rédaction de Capital Social, et puis Mickaël Sadoun, chroniqueur et consultant. Ils sont tous à relever le défi du fameux quiz de Noël avec Sandrine, notre auditrice. Envoyez le jingle. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Ah oui, parce qu'avec une musique, il y a un jingle, c'est en radio. Sandrine ? Oui. Bien, je vous disais tout à l'heure que vous alliez être avantagé. Alors, en fait, le thème de ce quiz, vous savez, chaque jour, j'ai essayé de décliner. On a eu les chansons de Noël le jour de Noël. On a eu, pour ceux qui passaient des vacances un peu à la mer. Là, on va faire un petit quiz pour ceux qui passent leurs vacances un peu à la montagne, quoi. Et donc chez Sandrine, quoi. Vous me voyez venir. Alors, donc, Sandrine, vous allez choisir votre partenaire de jeu, soit Mickaël Sadoun, soit Philippe Bouriaki, soit Joseph Touvenel. Avec qui formez-vous le duo ? Avec Philippe. Avec Philippe. Excellent choix, Sandrine. Il est content. J'aurais fait comme vous. Il est choix content. Risqué. Donc, Philippe et Sandrine contre Mickaël et Joseph. Je vous rappelle le principe. On vous fait écouter un extrait. Vous nous donnez l'interprète, le nom de l'interprète. Le premier arrivé à 4 a gagné. C'est parti. Marilou repose. Gainsbourg, Mickaël Sadoun. Marilou sous la neige. Ben oui, bien sûr. Ben oui. Ça fait 1-0 pour Mickaël et Joseph. Vous l'aviez, Sandrine, ou pas ? Oh, il m'aurait fallu un petit peu plus de temps. Ouais, j'avais entendu parce que je dirais 77. J'avais l'oreille bien calée sur votre téléphone, quand même. Bon, attention. Là, Sandrine, on vous attend au virage. Attention, qui chante ? Oui, bien sûr. Et écoutez les paroles, c'est pour Sandrine. Attention, on y va, c'est pour vous, on écoute. J'adore. C'est la dame de Haute-Savoie. Et c'est vous, Sandrine, qui habitez à Évian, en Haute-Savoie. Et vous allez chercher le point. Je me suis dit, celui-là, si elle l'a pas, je rends les armes. Et je rappelle Philippe David plus tôt, et Cécile de Mélibus. Bon, ça fait 1 partout. 3e extrait. Vous n'allez pas loin. Vanessa Paradis ? Non, c'est pas Vanessa Paradis. Alison ? Non. Lolita ? Non.
Et c'est un peu cet esprit. Oui, Elsa, oui, Sandrine, Elsa, effectivement. 2-1 pour Sandrine et Philippe qui m'a dit Alizé. Il y avait Vanessa Paradis, effectivement, Vanessa Paradis, Elsa, les deux petites jeunes de l'époque. Hein, donc ça fait 2-1. Il y a un petit peu de pression sur Mickaël et Joseph là, qui sont menés. Qui est l'interprète? Nicoletta? Non, c'est pas Nicoletta. Alors? Personne? Ouais, c'est Oui, La Forêt. Oui, Marie Laforêt, mais oui, La Forêt, c'est revenu de loin, hein, Sandrine. Ça fait 3. Magnifique chanson. En fait, je ne voyais que ses yeux et je ne trouvais plus son nom. Les fameux yeux bleus. Il a neigé sur Yesterday. Je note que Sandrine est redoutable. Hein. J'ai bien fait choisir Sandrine. Et je note que ça fait 3-1 et que ça peut se jouer sur celui-là si ça fait 4-1. Écoutez. Julien Doré. Oui, Julien Doré. Mickaël Sadoun. On va pas se laisser faire comme ça. Je demande réclamation. On a dit chanteur. Petit Philippe. Non, Julien Doré a beaucoup de talent. Oui, Le Lac. Et il est très drôle sur Twitter. C'est vrai. Alors, chanson Le Lac, hein, qui est une chanson, évidemment, où le lac, on peut le trouver, notamment quand on va en montagne. C'est parti. Tombe la neige. Adamo. Oui, Adamo. Superbe. Sandrine tombe la neige et c'est gagné. Et alors, je rassure les auditeurs de Sud Radio, Joseph Touvenel était bien en studio pendant le jeu. Qu'est-ce qui s'est passé, Joseph? La Légion étrangère. Il était là pour écouter. Du boudin. Donc vous me mettez du boudin, d'accord. Écoutez, c'était sur Noël. On doit vite rendre parce qu'on va voir les infos dans un instant. Mais je vous donne quand même le dernier extrait. On parlait de la montagne. Ah bah... Ferrat. Jean Ferrat. C'est bon, s'il vous plaît. Touvenel s'est rattrapé. Il l'a mal pris. Je savais que ça vous ferait plaisir. Bravo Sandrine, en tout cas vous gagnez avec Philippe. Dans un instant les infos, à tout de suite. Et on gagne une bouteille de... Bonjour à tous, c'est Alexandre Delovan et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Bonne fête avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Bonne soirée à tous, il est 18h. Joyeux Noël avec Sud Radio. Parlons vrai. C'est le moment de votre journal. Il est présenté par François Germain. Bonsoir François. Bonsoir à tous. Il souhaite accélérer sur la transition écologique. Emmanuel Macron dévoile ses ambitions à travers une tribune dans Le Monde. Entre financement des énergies renouvelables et abandon du charbon, Greenpeace de son côté attend des actes. Du mieux pour les approvisionnements en antibiotiques en France. Les livraisons d'amoxicilline sont en cours. Un retour progressif à la normale, salué par les pharmaciens. Et puis on reparlera de l'événement sportif de l'année, la Coupe du Monde de rugby. Un souvenir douloureux pour les Bleus. Nous devons accélérer sur le plan de la transition écologique. Dans une tribune publiée aujourd'hui dans Le Monde, Emmanuel Macron propose un pacte mondial pour viser la neutralité carbone en 2050. Un texte divisé en 7 piliers où le président de la République revient sur la nécessité de sortir du charbon, de protéger les océans ou encore de développer une bioéconomie. Le directeur de Greenpeace France, Jean-François Julliard, salue l'initiative, mais reste prudent et attend de voir les actes. Que le chef d'État publie un texte comme celui-là qui rassemble tous ces éléments-là, c'est jamais complètement inutile. Je suis sûr que ça va être discuté au niveau international. Maintenant, ce qui est difficile, c'est que on connaît Emmanuel Macron et ça fait plusieurs années maintenant qu'il a cette fâcheuse tendance à faire de beaux discours, à lancer de grandes annonces et qu'ensuite ça ne suit pas concrètement sur le terrain. Je rappelle que quand Emmanuel Macron dit qu'il faut sortir des énergies fossiles, c'est le même Emmanuel Macron qui a donné l'autorisation pour l'implantation d'un nouveau terminal méthanier au Havre en France. Il y a un certain nombre de contradictions comme ça qui sont gênantes et qui sont problématiques même. Dans ce texte, le chef de l'État milite pour une réforme financière mondiale afin de permettre aux pays en développement d'accélérer leur transition énergétique. Un réveillon de la Saint-Sylvestre sous haute sécurité. Le dispositif pour le Nouvel An a été présenté par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. 90 000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans toute la France dimanche soir, dont 6 000 à Paris, dans un contexte de menaces terroristes très élevé. Par ailleurs, 5 000 militaires de l'opération Sentinelle et des dizaines de milliers de sapeurs
sapeurs-pompiers seront également déployés. En Ille-et-Vilaine, en tout cas, on pourra acheter des feux d'artifice pour fêter l'arrivée de 2024. Le syndicat des artificiers avait attaqué l'arrêté de la préfecture devant le tribunal administratif de Rennes et il a tranché en leur faveur aujourd'hui. Les professionnels estimaient que ces interdictions étaient une entrave au commerce. Ils ont donc été entendus. Se dirige-t-on vers la fin de la pénurie d'antibiotiques? C'est en tout cas ce que prévoit l'Agence de sécurité du médicament. Des livraisons d'amoxicilline sont en cours chez des grossistes. Les premiers médicaments viennent tout juste d'arriver dans certaines officines après une longue attente. Écoutez Philippe Bessé, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. L'année dernière, en fait, il y avait une pénurie à la fois d'amoxicilline, de cortisone et paracétamol. Et cette année était résiduelle la pénurie d'amoxicilline pédiatrique. Le retour à la normale a été très compliqué parce qu'en fait, c'était pour le monde entier qu'il fallait produire de l'amoxicilline. Ça va un peu mieux depuis ces derniers jours puisque, en effet, les commandes commencent à être honorées par les grossistes répartiteurs et par les industriels. Donc, on a un petit peu de stock d'amoxicilline pédiatrique. Donc, ça a mis, en fait, plus de temps que nous le pensions puisque ça a mis presque un an avant d'avoir une situation qui est juste ces derniers jours en train de revenir à la normale. En attendant que ces médicaments soient de nouveau disponibles, l'Agence du médicament rappelle que les pharmaciens peuvent préparer des dosages adaptés à un patient en particulier sur prescription médicale. La colère des ostréiculteurs du bassin d'Arcachon, ils se sont réunis aujourd'hui à Gujan-Mestras et envisagent de porter plainte suite à l'interdiction de récolte et de vente des huîtres suite à des intoxications. Ils se disent victimes et non responsables de la contamination des coquillages provoquée par un débordement des réseaux d'eau usée. D'après les ostréiculteurs, les pertes pourraient s'élever à 8 millions d'euros pour le nouvel an. L'année 2023 touche à sa fin, l'occasion de jeter un coup d'œil sur les sujets qui ont fait l'actualité cette année. Et en sport, l'événement, c'était évidemment la Coupe du Monde de rugby en France. Le 15 de France et ses supporters rêvaient d'un premier sacre mondial à la maison. Mais Louis Crépeau, le rêve s'est brisé. Oui, c'est un immense coup de massue qui tombe le 15 octobre sur la tête de toute la France du rugby. Les Bleus sont piégés et éliminés par les futurs champions du monde sud-africains. Des supporters abattus, des joueurs KO, déçus par la prestation tricolore et révoltés par l'arbitrage. Le capitaine du 15 de France, Antoine Dupont, sortira même de sa réserve habituelle pour parler d'un arbitrage pas au niveau. Un mondial pourtant idéalement démarré avec cette victoire face aux All Blacks dans une ambiance de feu au Stade de France. Avant 3 semaines de feuilleton et de frissons autour de la blessure d'Antoine Dupont, il restera de cette Coupe du Monde une grande fête populaire, mais aussi un goût très amer pour les Français. Et les Bleus tenteront de se consoler lors du prochain tournoi des 6 Nations. Premier match le 2 février avec un choc face à l'Irlande. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Passez une excellente soirée sur Sud Radio. Merci François. Et puis on n'oublie pas que nos filles au handball, elles sont championnes du monde. Allez, météo. La météo Sud Radio. Lui, il est champion du monde de météo, bien sûr. Alors même si quand on lui demande de faire l'hiver en hiver, il nous raconte non, j'ai de la douceur. Allez-y, moi, cher maître Rémi André, vous avez votre douceur. On va remettre un peu de printemps en hiver, effectivement. Écoutez, nous avons eu Noël au balcon, on verra ce que Pâques nous réserve. En attendant, la douceur persiste, 5 à 8 degrés demain matin de façon générale. On aura même encore des valeurs de 7 à 11 degrés, notamment près de la Manche. La douceur domine encore l'après-midi avec des températures en moyenne de 10 à 15 degrés. On pourrait même encore atteindre des pics à 16 ou 17 degrés sur le Pays Basque ou la Corse. Alors, avec cette douceur, nous aurons droit demain à une petite amélioration. Mais attention, pas le matin, nous aurons encore pas mal de grisailles. De la grisaille sous forme de nuages bas, de brouillard également dans le sud-ouest sur les bords de la Méditerranée en remontant vers le Massif central. Mais tout cela devrait en grande partie se dissiper dans l'après-midi pour nous laisser un ciel plus lumineux. Sur la moitié nord, ou plutôt depuis le nord-ouest jusque vers les Hauts-de-France, les Ardennes en passant par le bassin parisien, là le ciel restera plus nuageux, mais attention, le vent va peu à peu se renforcer et dans la soirée, c'est une perturbation accompagnée de vent très fort, mais également de pluie qui arrivera donc par la Manche et par l'océan. Cette perturbation va ensuite traverser quasiment tout le pays dimanche. Cela va se calmer en fait au moment du réveillon pour ensuite nous donner une nouvelle perturbation lundi dans la journée ou l'après-midi. On vous envoie une rafale de merci. Merci Rémi André. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel.
Ah, nous sommes très heureux parce que vous êtes nombreux à réagir. Il y a des petits commentaires, il y a plein de choses. C'est le principe des vraies voix chaque soir. Vous pouvez intervenir au 0826 300 300 aussi. C'est le principe sur Sud Radio. Ce soir avec nous, Philippe Bouriaki, éditorialiste écolo, Joseph Touvenel, directeur de la rédaction de Capital Social, Mickaël Sadoun, chroniqueur et consultant. On envoie un petit message à Raphaël Rémy Leleu qui devait être des nôtres mais qui a eu des problèmes de santé. On espère que tout ira bien. Bien écoutez, vu que nous sommes prêts, que vous êtes prêts aussi derrière votre poste de radio, envoyons le top clic. Les vraies voix Sud Radio, c'est le top clic. Le top clic, c'est Louis de Kergorlet qui revient avec nous dans votre top clic du jour. C'est pas facile à dire, top clic du jour. On va parler de cet appel aux dons qui fait fortement réagir sur les réseaux sociaux. Un hôpital qui fait un appel aux dons pour un scanner, dernier cri. Critiqué. Voilà, exactement. Donc il s'agit de l'hôpital Georges Pompidou. Donc l'établissement cherche à acquérir un scanner à comptage photonique. Alors c'est un scanner qui utilise un procédé d'imagerie révolutionnaire particulièrement efficace dans le domaine de la cardiologie. Coût du scanner 1,5 million d'euros. Il faut savoir qu'en temps normal, un scanner classique coûte entre 500 000 et 1 million d'euros. Donc l'hôpital Georges Pompidou fait son appel aux dons sur ses réseaux sociaux, notamment son compte X, et dans ce post est inséré un lien vers une cagnotte. Post qui est devenu un véritable symbole de débat politique depuis. D'un côté, vous avez Thomas Porte, député LFI, qui cite ce tweet en parlant des ravages des politiques d'austérité. Et puis de l'autre, vous avez aussi le docteur Yannick Neuder, qui est aussi député Les Républicains, qui réagit aussi sur son compte X. Situation ubuesque, l'hôpital doit désormais demander la charité pour obtenir du matériel de soins. Une injustice, selon lui, qui n'a cessé de dénoncer dans le plan de financement de la sécurité sociale. Le député RN du Gard, Nicolas Maisonnet, a vu dans cet appel aux dons le symbole d'une mauvaise gestion de l'argent public, avec, je cite, des milliards d'euros jetés par la fenêtre par ceux qui nous gouvernent. Un débat qui est même arrivé jusqu'à l'acteur Pierre Ninet, qui s'est indigné de la situation. Il en a profité pour interpeller Emmanuel Macron et le ministère de la Santé sur ce problème. Le tout accompagné de cet appel pour que nos impôts aillent à nos services publics. Le post a été vu presque 10 millions de fois en 24 heures et de nombreux internautes réagissent à peu près de la même manière en réclamant de savoir à quoi servent exactement leurs impôts. Donc face à cette très nombreuse réaction, l'hôpital a réagi auprès de nos confrères de France Info en précisant que cet appel aux dons n'était qu'un appui pour financer le scanner et que l'appareil était déjà très majoritairement financé par l'institution. Bon, c'est QFD, c'est-à-dire que la démarche via les réseaux sociaux de l'hôpital Georges Pompidou a porté ses fruits déjà, Joseph Touvenel. Ça met le doigt sur un gros problème, oui. qui est un double problème. D'ailleurs, le premier, c'est nous sommes le pays d'Europe qui payons le plus d'impôts, de taxes, etc., où il y a le plus de prélèvements obligatoires. Et donc le deuxième, que fait-on de cet argent ? Quand on voit l'état de nos hôpitaux, alors après, ça fait penser à la formule française, l'hôpital qui se moque de la charité. Oui, mais pour une fois, l'hôpital l'a fait la charité. Donc un grand progrès, l'hôpital ne se moque plus de la charité. Cela dit, plus sérieusement, regardons un peu comment fonctionne l'hôpital, quels sont les coûts, et notamment je pense à l'ARS, cette espèce d'institution monolithique qui ne sert pas Agence vraiment. régionale de la santé. On l'a vu au moment de la crise Covid, ça n'a pas servi à grand-chose. Sauf que ça occupe beaucoup de monde et ça coûte très cher. Mickaël Sadoun, ça fait un peu... vous n'auriez pas un scanner ou un ticket restaurant, ça fait un peu ça, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Alors, moi je pense que le problème de l'hôpital français, c'est qu'il concentre aujourd'hui le pire du privé et du public. Il y a des méthodes de nouveau management public qui ont été installées depuis Nicolas Sarkozy, avec en plus par-dessus ça la création des ARS et qui sont très mauvaises et mettent l'hôpital dans une pure logique de moyens et pas de résultats. La deuxième chose, c'est qu'on souffre quand même de l'autre côté d'un excès de bureaucratie. Je rappelle que il y a 35% du personnel de l'hôpital public qui est un personnel non soignant, qui est soit dédié à l'entretien des locaux, soit principalement en fait du personnel administratif. Parce que c'est comme si dans une boucherie avec des boulangers, quoi. Exactement, parce que la paperasse est extrêmement lourde. Voilà. Donc et les médecins s'en plaignent d'ailleurs. Donc moi je pense qu'il faut mieux payer les infirmières, les médecins, redonner une attractivité au métier de la santé et
limoger ou ne pas renouveler un certain nombre d'administratifs qui pourrissent réellement la fonction publique de la santé, parce que sinon on va pousser la santé des Français dans le privé. C'est ça qui va se passer à terme. C'est ce qui va se passer. Merci Louis de Kergorlet. Vous avez compris, on avait le tour de table. On n'a pas entendu Philippe Bouriaki, justement parce qu'il va commencer sur le tour de table. Viens à table avec nous. Ça fait pas vrai con comme t'es, demande ton avis. Quand on veut conjurer le diable, on l'invite à sa table. Moi je veux du féroce actualité. C'est récente cette table des coups. Pardon? Ah non, c'est intelligent. Bon, à mon tour maintenant. Le tour de table. De l'actualité. Alors, cher Philippe Bouriaki, avec le cycliste, ancien coureur que je suis et commentateur du cyclisme, vous me dites, faut-il un permis vélo ? Doit-on instaurer un permis vélo lorsqu'on voit... Alors, je m'excuse auprès des auditeurs et des auditrices qui ne sont pas parisiens. Oui, mais enfin, je vais vous dire, ça marche à Marseille, à Bordeaux, à Lille, à Nantes, à Rennes, ça marche aussi. Tant mieux. Quand on voit le comportement des cyclistes qui ne respectent pas le code de la route, les feux, les cédés passages, les stops, les sens interdits. D'ailleurs, je voudrais ne pas remercier, évidemment, à Paris, celui qui a eu la bonne idée de faire venir des cyclistes à contresens dans des petites rues à sens unique, et quand le passager ouvre la porte, il peut se le prendre en face. Enfin, on est chez les fous. Mais par contre, je rappellerai à nos amis cyclistes, parce que je fais aussi un petit peu de vélo de temps en temps, pour être complètement honnête. Un peu moins que moi. Clairement, ça c'est une certitude. C'est une certitude. Non, mais oui, mais parce que c'est hyper dangereux. Je dis ça parce que je veux que vous veniez rouler avec moi. Non. Mais pas en ville, c'est pas en ville. Pas en ville. Que un cycliste contre une voiture, le cycliste perdra toujours. Si on doit se retrouver à l'hôpital, vous avez vu, on est obligé de mendier pour avoir des scanners. Donc c'est vous dire, et puis surtout que les pistes cyclables sur trottoir, c'est le piéton qui est prioritaire. Et on devient dans une jungle dingue, dans une agressivité dingue qu'on retrouve chez les cyclistes. Alors que normalement, ça devrait être un pur moment de bonheur. Donc, je peux vous dire que depuis le développement de ces pistes cyclables en ville, pour nous, les cyclistes qui nous entraînons de manière sportive dans les forêts, etc., sur les routes, c'est devenu un stress terrible parce que les gens sont tellement énervés, ils rentrent des villes et ils en ont marre contre tous les cyclistes et ils nous mettent une pression énorme. Alors que c'est pas du tout pareil. On sent bien que c'est un peu l'anarchie, Joseph Touvenel. Oui, mais là, sur le permis vélo, je répondrais liberté, liberté, liberté chérie. C'est pas un problème de permis qu'il faudrait faire passer à tout le monde, c'est un problème d'éducation. Moi, je circule beaucoup à vélo. Un peu moins en ce moment parce que c'est l'hiver, mais sinon, je vais pratiquement tous les jours travailler en vélo, je reviens, j'habite le Val-de-Marne et je vais au centre de Paris. Je le fais depuis bien avant que ça soit la mode du vélo. Et donc, je suis totalement d'accord sur tous ceux très nombreux, majoritaires en tout cas à Paris où je circule, qui ne respectent pas ni les piétons, ni les feux, ni les passages cloutés. Mais c'est un problème à la fois d'éducation et de répression. Pour tout vous dire, je me fais fréquemment engueuler parce qu'avec mon vélo, je m'arrête au feu. Par d'autres cyclistes. Donc c'est vraiment... y a un problème qui entraîne des problèmes de sécurité. Cela dit, j'ai eu un cycliste qui me disait ouais, mais de toute façon, si on grille, s'il y a un accident, c'est ma responsabilité. Non, pépère. Parce que le malheureux en voiture qui t'a pas vu, qui lui passait au vert, il t'a pas vu parce qu'il y avait un camion qui te renverse, il va être responsable. Donc il faut responsabiliser tous ces gens. Un petit mot rapide, Michael. J'ai eu le temps de changer d'avis 2 fois en 2 minutes, puisque j'étais très convaincu par ce qu'a dit Philippe Bouriaki, et encore plus convaincu par ce qu'a dit Joseph. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on est tenté de mettre des permis, des obligations partout, mais parce qu'en fait, l'État doit se substituer à l'éducation qui devrait être intériorisée par les gens. Je veux dire, un comportement normal sur la route, apprendre à faire du vélo. Quand on se lance sur une route, notamment à Paris où il y a des voitures de partout, ça veut dire en théorie qu'on maîtrise à peu près le vélo. C'est pas toujours le cas. Donc voilà, simplement une bonne éducation, mais si c'est pas possible, évidemment. Et puis un petit exemple aussi, donc tout le cycliste que je suis, c'est-à-dire que il y a aussi le cas de figure où vous avez une piste cyclable. Vous arrivez, évidemment, qu'est-ce qu'il y a en plein milieu de la piste cyclable? Une voiture qui s'est arrêtée avec les warnings parce qu'il fallait aller vous dire bonjour. Et puis, on a sur des belles, notamment en Vendée, vers Saint-Gilles-Croix-de-Vie, il y a des belles voies de vélo. Simplement, qui est sur la voie de vélo? Tous les piétons qui, en plein été, sont avec les landaux, tout ça. Donc, personne ne respecte personne. On est tous pourris. Rendez l'antenne. Au revoir. Merci. Mais vous avez aussi une belle piste cyclable, par exemple, à Paris, à la fin du boulevard Saint-Germain, qui est sur le
côté, voilà, très bien. Oui. Et qui tout d'un coup, on nous le met au milieu. Oui. Ça, c'est magnifique. Et pour les cyclistes. Les Jeux de Paris, c'est encore pire. Vous l'avez dit. Bon, le tour de table continue dans un instant. On se retrouve. C'est Céline Alonso, je vous souhaite de joyeuses fêtes avec Sud Radio. Bonne fête avec Sud Radio. Sud Radio. Je pense pas que 2 trous du cul soient plus efficaces qu'un seul. Vous avez raison, c'est exactement ce que je pense. Le tour de table. De l'actualité. Ça, c'est du jingle. On salue évidemment notre réalisateur Benoît Goutorp, qui est notre bienfaiteur. Et lui aussi, il est là avec nous toute cette semaine sur les vraies voix qui sont donc, je le rappelle, vous l'avez entendu, Philippe Bouriaki, Mickaël Sadoun et Joseph Touvenel, dont voici le tour de table. Vous voulez revenir sur les dégradations dans l'espace public, tags, décorations volées ou détériorées, sont-elles inéluctables ? On espère que non. Eh bien, certainement pas. Moi, ce qui m'a fait réfléchir à ce problème, c'est que j'ai eu la chance d'aller pour Noël en Alsace, à Colmar. Marché de Colmar, magnifique. La ville est très belle. Magnifique. Là, en hiver pour Noël, il y a à la fois du lumière, mais il y a des décorations partout. Il y a des petits sapins avec des boules, avec des étoiles, avec des petits personnages, des Pères Noël, des peluches, etc. Ça faisait plus de 15 jours que le marché de Noël était ouvert et ça restait en place. Personne n'y touche. Personne ne les arrache, personne ne les dégrade. Ce marché, à 20h, il ferme. Et la nuit, on n'a pas les brigades de sécurité 2 par 2 ou pas 4 par 4 dans les rues. Ça, c'était du Coluche. Oui, ça, c'était du Coluche, oui. On peut se promener à 22h, à 23h. Les rues sont à peu près vides. Personne ne touche à rien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un problème d'éducation. Et d'éducation, et que on ne me dise pas, oui, mais ces lieux, les pauvres. Non, les pauvres. À Colmar comme ailleurs, et quand on le voit, quand il y a la foule dans la journée, il y a toutes les classes sociales, eh bien toutes ces classes sociales respectent les autres, respectent le bien commun, et donc ce n'est pas inéluctable, c'est vraiment un problème d'éducation et individuelle et de fonctionnement collectif. Et pour terminer, je regardais par terre, malgré la foule, aux heures où il y avait du monde, quasiment aucun papier. La voirie passait régulièrement et les gens jetaient dans les poubelles. C'est pas très compliqué, mes amis. Non, mais l'Alsace, c'est vrai. Et pourtant, l'Alsace est bien en France depuis quelque temps. Et Mulhouse, c'est pareil. La très belle place de Mulhouse aussi pour les fêtes. Oui, réaction, Philippe Bouriaki ? Non, mais voilà, tu l'as dit, c'est une histoire d'éducation. On n'est pas loin de l'Allemagne. On voit que les Allemands sont très disciplinés. Ils traversent pas en dehors des... Je me rappelle, je te parle de ça en 94. J'étais à Munich, un soir, 2h du matin, personne. Mais quand je dis personne, nobody. Vous avez une vie fantastique, hein, à Munich en 94, à minuit, superbe. Non, il était 2h du matin. 2h du matin en février, il caillait un petit peu. Et donc, on était sortis d'un pub, disco, etc. Et donc, je voulais rentrer vite, et donc, je traverse en dehors du passage piéton et feu vert. Mais là, tous mes potes, ils m'ont hurlé dessus. Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, quoi, qu'est-ce que je fais? Ben, on y va, on est pressé. Il me dit, non, le feu est rouge. Pour nous, les piétons. Donc, et on traverse au passage piéton. Et bon, ça m'a mis une petite gifle sur le moment. Je me dis, bon, j'ai pas assez bu, faut que j'y retourne alors, du coup. Non. À consommer avec modération. Donc, on pouvait. Philippe Bouriaki vient de nous déclencher un procès avec l'Arcom. C'est vrai. Non, mais c'était en 94, j'étais jeune et stupide, et maintenant, je ne bois plus. Et maintenant, vous n'êtes plus jeune. Je suis plus jeune et je bois plus. Comme ça, elles sont réglées. Et vous n'êtes plus stupide non plus. Il y a certaines disciplines que tu retrouves dans certains endroits, où on a gardé, malgré que c'est des grosses villes, on a gardé l'esprit village, où tout le monde se connaît et tout le monde respecte le bien de l'autre parce que c'est aussi notre bien. Voilà. Et donc, je fais un petit clin d'œil à ma belle famille parce que j'ai ma belle-mère qui est en voyage en France en ce moment. Et ils sont serbes. Et en Serbie, c'est pareil. Je peux vous dire, chez Novak Djokovic, on traverse dans les espaces piétons. Et des Mickaël Sadoun en Serbie. Oui, bien sûr, monsieur. Non, mais c'est sûr. C'est tout. Le civisme, l'éducation. C'est des choses qui relèvent du privé en réalité, mais dont on n'ose même pas parler en fait quand on fait des débats politiques et tout. Mais en réalité, un individu bien construit, c'est déjà 80% d'une société qui fonctionne. Donc évidemment, c'est au centre de tout. Après, je trouve que évidemment, il y a une voie entre je dirais le protestantisme, la transparence absolue. Là on touche à la religion. Vous allez intéresser Joseph Touvenel. Des sociétés comme les États-Unis qui sont très très à cheval sur les règles, très très à cheval sur le respect du bien commun, etc. Et l'esprit, je dirais, un peu plus latin ou méditerranéen qui a tendance à
prendre ses distances vis-à-vis des règles, être un peu plus agressif en voiture, avoir un peu moins de respect. Il y a évidemment une voie entre les deux, mais c'est sûr que en France, en tout cas, je vois la situation se dégrader. Déjà, à mon jeune âge, j'ai vu comme Paris s'est dégradé. Ça va, à mon jeune âge. Allez-y, arrêtez. J'ai vu déjà la situation de Paris se dégrader d'un point de vue sanitaire, qui évidemment relève du comportement des individus. Maintenant, c'est à vous pour le tour de table. Mais du coup, vous allez parler sur vous. Donc, j'en profite pour vous faire une petite parenthèse. Vous savez que j'ai une partie de ma vie en tant que commentateur sportif, et notamment dans le handball. Et beaucoup de fois, nous allons en Norvège. Lillehammer, tribune de 2500 personnes. Sur un tiers de la tribune, tout un tas de t-shirts bleus, le bleu norvégien, puis le blanc sur le deuxième tiers, puis le rouge sur le troisième tiers. Tous les supporters arrivent, superbe tribune bleu, blanc, rouge, ils repartent. Eh bien, tenez-vous bien, il ne manque aucun t-shirt sur les sièges, ils sont tous là. Voilà pour le petit clin d'œil. Allez, Mickaël. Oui, c'est très fort. Rappelle-toi la Coupe du Monde au Japon. Oui, les Japonais ramassaient des détritus. Mais il paraît que ça, c'est pas un mythe. Il paraît réellement qu'au Japon, on laisse un téléphone sur un banc, il est là le lendemain. Mickaël Sadoun, la France devrait être plus scientifique aussi. Vous revenez sur la tribune de Luc Ferry dans le Figaro. Oui, exactement, parce qu'on parle souvent de la France comme d'une patrie scientifique. C'est une très bonne chose, ça nous donne un imaginaire politique riche, une force de projection culturelle, une diplomatie aussi qui est très riche, puisqu'elle se nourrit de gens qui sont très doués en langue, qui ont une grande culture historique, qui sont capables de dialoguer, je dirais, avec le monde entier. Mais d'un autre côté, la France est en train de chuter dans les matières scientifiques. C'est les classements PISA récents qui le montrent, c'est évidemment le classement TIMSS qui est plus spécialisé sur les mathématiques et la numératie. Et moi, je le regrette parce que ça n'a pas toujours été le cas. La France a été une grande patrie de scientifiques. Pour ceux qui nous écoutent et qui s'intéressent peut-être aux sciences, on a eu des très très grands noms. Cauchy ou Galois en mathématiques, Pasteur évidemment dans tout ce qui est médecine, Louis de Broglie dans ce qui est la physique, même Henri Poincaré qui a même aidé Albert Einstein en fait à concevoir sa théorie de la relativité. Donc, Poincaré était fort en géométrie aussi, oui c'est facile. Oui. Non. Bien sûr. Continuez. Je parle bien sûr de Henri Poincaré et non Raymond Poincaré, le président. Oui. Donc j'ai vu cette tribune de Luc Ferry qui est passée dans le Figaro et qui tendait à revaloriser les matières scientifiques et à dire que la France devrait se remettre un petit peu à parler de science et à refaire de l'éducation scientifique. Je considère aussi que c'est fondamental parce que ça conditionne l'état du débat public. On fait face de plus en plus à des défis qui demandent de comprendre des données chiffrées, de faire à minima des produits en croix, qu'on parle d'économie, de la réforme des retraites, de l'immigration, de la compréhension des statistiques migratoires qui sont pas si faciles à comprendre. Allez voir l'INSEE, vous verrez. Ou évidemment des problématiques climatiques, ça demande à ce que les gens aient un minimum de compréhension scientifique. Je pense aussi que c'est de nature à désamorcer la méfiance démocratique qui s'est installée entre le peuple et les élites, puisque parfois ça résulte d'une mauvaise compréhension des chiffres qui sont transmis, des informations qui paraissent trop complexes et qui du coup suscitent la méfiance de la part du peuple. Donc voilà, mon coup de gueule, c'était simplement revalorisons la science, elle est essentielle au débat public. Et pour ce coup de gueule, évidemment, vous étiez timé, vous arrivez presque pile à temps, juste le temps de répondre les vraies voix sur les 10 secondes qui nous restent. 11 x 12 121. 121 Non, 132. 132, bien sûr. Alors, allez, tout de suite. 11 x 11, on se retrouve dans un instant sur les meilleurs moments de 2023. On va vous solliciter encore. Bravo. Je vous ai eu. C'était très important. Ça fait un petit moment de science. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Nos 3 snipers ce soir qui vous accompagnent sur Sud Radio: Philippe Bouriaki, éditorialiste écolo, Joseph Touvenel, directeur de la rédaction de Capital Social, et Mickaël Sadoun, le chroniqueur et consultant. Bien, chère vraie voix, 5 événements chaque jour sur lesquels nous revenons concernant l'année 2023. Je vous propose les 5, vous en choisissez chacun un.
c'est parti. Le 27 juin, suite à la mort de Naël, des quartiers s'embrassent partout en France pour dénoncer la mort de cet adolescent tué par un policier à Nanterre, près de Paris, après un refus d'obtempérer. Des milliers de voitures et de bâtiments sont brûlés, plus de 700 policiers blessés. Deuxième événement, pendant 2 mois, à l'automne, la France accueille la Coupe du Monde de rugby. L'Afrique du Sud s'impose en finale face à la Nouvelle-Zélande. À retenir un immense succès populaire avec 2,4 millions de spectateurs, plus de 350 millions de recettes de billetterie, un impact positif sur l'économie française et une sécurité maîtrisée malgré un risque terroriste fort. Troisième événement, le 24 septembre, le pape François se rend à Marseille, notamment pour une messe géante réunissant 60 000 fidèles, dont le président Emmanuel Macron. Une visite de 2 jours dominée par la dénonciation du sort réservé aux migrants. Je cite, « Ceux qui risquent leur vie en mer n'envahissent pas, ils cherchent hospitalité », martèle le chef de l'Église catholique. Quatrième événement que nous vous proposons, le putsch au Niger. Le 26 juillet, une junte militaire prend le pouvoir dans ce pays africain après avoir renversé le président Bazoum. C'est le 5e pays de la région dans la bande sahélienne miné par le djihadisme à subir un coup d'État en 3 ans. Et c'est le 3e dont les forces françaises sont chassées après le Mali et le Burkina Faso. Le 5e événement a été choisi par notre auditrice tout à l'heure, Sandrine, d'Évian-les-Bains. Donc vous n'aurez pas à le choisir. Et c'était l'occasion d'évoquer cette guerre menée par les Russes en Ukraine. Et bien sûr, on a une pensée pour nos amis ukrainiens. Alors, les vraies voix. Allez, on commence par vous, Philippe Bouriaki. Moi, je vais prendre la Coupe du Monde de rugby. Tiens. Une fois n'est pas coutume, beaucoup de gens attendaient Gérald Darmanin, le fusil à l'épaule, prêt à lui mettre une cartouche entre les 2 yeux. Et sur ce coup-là, je crois qu'il en a mouché plus d'un. Et je tiens à féliciter Gérald Darmanin, bien évidemment le préfet Laurent Nunez, ainsi que toutes les forces de police, militaires, sécurité, gendarmerie, nos secours, sapeurs-pompiers et le personnel hospitalier qui était sur le pied de guerre. Et évidemment, les spectateurs. Très peu d'incidents, quasiment inexistants. Donc ça, c'est un pied de nez à celles et ceux qui vont voir le football. Ouais, peut-être au football. Voilà. Mais attention, je ne veux pas le mettre à dos, ils sont nombreux quand même. Mais non, ce que je veux dire, c'est que si ça marche pour le rugby, c'est que forcément ça peut marcher pour le football. Ils sont pas plus stupides ou pas plus intelligents d'un côté que de l'autre. Sauf que le rugby, c'est un état d'esprit, c'est la camaraderie, c'est la fraternité. Le public n'est pas le même. Non, mais c'est un public populaire pareil, c'est un sport populaire. Alors nous verrons pour les Jeux Olympiques. Mais ça n'est pas le même peuple. Ouais, non, je sais bien, mais justement, ce qui a marché pour le rugby doit servir d'exemple pour le football. Vous avez vu, moi je suis désolé, on s'est fait voler, mais personne n'a contesté l'arbitre. Vous n'avez pas entendu siffler, huer l'arbitre, etc. Et donc, c'est vrai que sur la transformation de Ramos, ça fait mal quand même. On remue pas le couteau dans la plaie. Mais féliciter bien évidemment le ministre de l'Intérieur et le dispositif qui a été mis en place, parce que franchement, tout le monde l'attendait, tout le monde pensait que ça allait être une catastrophe après ce qu'on a vécu au Stade de France. Bon, alors, il reste donc 3 événements. Allez-y, cher Joseph Touvedel. Moi, je vais prendre le pape. Bah oui, je m'en doutais. On sait votre attachement à la religion. D'abord parce que Marseille, c'est intéressant. C'est des dizaines de milliers de personnes dans la joie, la vie, le chant et la prière. Et même quelque chose qu'on ignore beaucoup dans notre société, le silence. Ça, c'est très intéressant de voir 60 000 personnes qui, à un moment donné, intériorisent, et je crois que c'est assez important. Sur ce qu'il a dit, oui, évidemment, on va pas laisser les gens périr en mer. C'est une évidence. Après, les choses sont un peu plus complexes. Et d'ailleurs, il y a ce qu'il dit, il y a aussi ce qu'il écrit. On peut trouver un peu tout et son contraire, puisque moi j'ai des écrits du même pape François qui dit que le premier devoir d'un pays, c'est de permettre à ses habitants de ne pas le quitter et que chacun puisse vivre et travailler au pays. C'est le premier devoir des gouvernants d'un pays. Chacun puisse vivre. Ça, on l'oublie un peu. On peut lui demander aussi combien le Vatican accueille d'immigrés aussi. Enfin, ça peut être drôle, non? J'allais y venir. Parce que j'ai eu l'expérience, j'ai rencontré François, je l'ai rencontré au Vatican, non pas à Saint-Pierre de Rome, dans l'État du Vatican. Pour rentrer dans l'État du Vatican, j'ai eu 3 contrôles successifs. J'étais déjà inscrit à l'avance, premier contrôle de police, deuxième contrôle de police du Vatican, les gardes suisses, troisième contrôle, je ne parle même pas la rencontre avec le pape, qui est relativement sécurisée, mais là, il ne nous contrôle plus les papiers. Mais, Eh bien,
Je demande juste pour rentrer dans mon pays, qui est... Allez, même pas autant de contrôle que pour rentrer dans la Cité du Vatican. Cela dit, la Cité du Vatican a ouvert des lieux d'accueil de sans-abri autour du Vatican, mais pas dans le Vatican. Oui. Donc voilà, il faut aussi, si on veut aller jusqu'au bout, il faudrait ouvrir le Vatican. Pourquoi ils le font pas ? Parce que ça serait invivable. Ce petit État ne peut pas accueillir des gens comme ça en masse. Et ben un grand pays ne peut pas accueillir des millions de personnes en masse. Et ben voilà, Joseph Touvenel, avec un catholique qui parle en fait, on peut le dire aussi. Hein. On peut le dire. Ouais, on peut le dire. Ben voilà. Bon, Mickaël Sadoun, il vous reste un sur deux. Hein, allez-y, choisissez lequel. Je vais choisir, c'est pas très original, je vais choisir Naël. Ouais. Je vais choisir Naël parce que je considère que cette année, le 7 octobre, et je dis pas simplement ça parce que la problématique israélienne me touche en priorité, le 7 octobre a été un vrai moment de bascule politique dans le pays. Réellement, c'est là où on a vu se dessiner une position assez collective en fait entre le RN, LR et Reconquête en fait, donc une certaine unité de la droite en fait, de plus en plus sur tous ces sujets qui touchent à la civilisation, aux conséquences de l'immigration, à la nature du nouvel antisémitisme, etc. Et je pense que Naël, en fait, c'était déjà les prémices de ça. C'est-à-dire qu'il y a eu le début d'un retournement politique à ce moment-là, avec évidemment une France insoumise qui s'est mise du côté des émeutiers, dès le début. Il faut se souvenir quand même de Carlos Martins Bilongo ou de Antoine Léaumont qui se pointaient devant les commissariats pour défendre les émeutiers contre les policiers. Ouais. D'accord. Et de l'autre côté, évidemment, une position relativement unie d'une droite à qui on ne la fait plus sur les sujets d'immigration et qui n'a pas du tout accepté les propos de Gérald Darmanin sur les Kevin et les Matteo. Vous dites que Naël, en fait, c'est deux France qui s'opposent ? Exactement. Ces deux France ont commencé à se dessiner. Je pense que ça aura un impact sur le temps long. Je pense que c'est très révélateur aussi des erreurs et des égarements de la politique d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Je rappelle quand même qu'il y a eu une minute de silence rendue à l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas fait pour des victimes totalement innocentes, entre guillemets. Je ne dis jamais que Naël mériterait ce qui lui est arrivé. Horrible, 17 ans. Mais voilà. C'est évidemment terrible. Mais on rend hommage à une personne, un jeune qui est mort dans un contrôle policier suite à un certain nombre d'actes délictueux qui auraient pu entraîner la mort d'innocents, mais on ne rend pas le même hommage à 40 morts innocents qui, pour le coup, n'avaient rien fait pour entraîner ça, en Israël. Donc, il y a eu un moment de bascule politique pour moi à ce moment-là, et je pense que la France s'en est souvenue et qu'elle s'en souviendra. C'était en 2023. Merci, les trois vraies voix. Dans un instant, la suite de notre... la suite de notre émission, ça c'est une évidence, hein, puisque tout ce qui arrive après, c'est dans la suite. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que le coup de projecteur arrive, et ça sera donc le deuxième grand débat de ce soir. Nous allons évoquer des bons résultats de la France dans le domaine de l'électricité. Alors, le salut de la France en ces démarches, on va dire, productrices d'électricité. Est-ce que ça viendra plus du nucléaire, de l'éolien ou des deux cumulés ? Nous vous posons la question et on y répond tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons.fr. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. C'est l'heure du coup de projecteur, donc avec cette question que nous vous posons, énergie électrique, hashtag Union Européenne, la France, puissance exportatrice d'électricité, notre réussite passera par 1. Le nucléaire, 2. L'éolien, 3. Les deux cumulés. Vous réagissez sur le compte X, ex-Twitter. Je vous donne le résultat de la consultation dans un instant. L'histoire quand même de nous rappeler qu'en 2023, la France a exporté plus de 18 680 mégawatts d'électricité. L'année dernière, la France avait dû importer de l'électricité avec un hiver particulièrement froid et des problèmes de corrosion détectés sur plusieurs réacteurs nucléaires. Ça ne marchait pas. Là, finalement, la France se trouve un domaine où sa balance commerciale est positive. L'électricité. Nous avons exporté plus de 18 000 mégawatts. Oui, c'est une performance. Le redémarrage de réacteurs nucléaires
au cours des derniers mois a permis de cesser toute importation. La production des éoliennes a également permis d'augmenter nos exportations. Pourtant, l'industrie de l'éolienne, notamment en mer, rencontre de graves soucis de mise en place. Il y a débat, vous nous voyez venir. Nous avions besoin d'un spécialiste avec nos 3 vraies voix. Thierry Brosse, spécialiste des questions énergétiques et professeur à Sciences Po, est avec nous. Bonsoir Thierry Brosse. Bonsoir. Merci, on a besoin de vous parce que ce soit Mickaël Sadoun, Philippe Bouriaki et Joseph Touvenel, nos 3 vraies voix vont avoir leur avis, mais on a besoin déjà de savoir. On est bien... on entend les vraies voix, c'est parti, allez. Alors, est-ce que on peut d'ores et déjà dire que c'est une très très belle opération réussie par la France, cette exportation reprenant? Oui, c'est une belle opération, très belle peut-être pas, puisque je vous rappelle que 2022 était une très mauvaise année. Voilà. Puisque vous l'évoquiez, il y avait ces problèmes de corrosion et donc le nucléaire français n'avait pas produit ce qu'il devait produire. Donc on revient à des niveaux qui sont des niveaux historiques. La France, historiquement, est une nation exportatrice d'électricité. Et comme vous l'avez évoqué, c'est bien pour notre balance commerciale. Et c'est un petit record là quand même, oui, cette année. Ouais. Mais on revient à des niveaux historique parce que c'est un record, parce qu'effectivement le nucléaire a augmenté de 14%, le renouvelable, comme vous l'évoquiez, solaire et éolien, c'est plus 24%, et que la demande malheureusement est anémique. Donc on a exporté. Mais en plus, il faut quand même rappeler que c'est une exportation d'énergie décarbonée. Et donc, finalement, on remplit nos caisses de l'État et on aide nos voisins à avoir une électricité verte. C'est doublement gagnant. Alors, donc, il y a la consultation. J'étais en train de regarder le résultat, justement, tout en vous écoutant, évidemment. Mais les auditeurs disent que notre réussite passera par le nucléaire à 93%, par seul l'éolien à 1% et par les deux cumulés à 6%. Bon, là, on peut dire que les pro-nucléaires se sont mobilisés. Alors, peut-être un tour avant de vous solliciter une nouvelle fois, Thierry Brosse. Vous, Philippe Bouriaki, éditorialiste écolo, on est bien d'accord que là, on est en train d'installer quelque chose de plutôt positif pour la France. Jusqu'au moment où ça fait boum. Et le jour où ça fait boum, on a connu Fukushima, on a connu Tchernobyl. Je crois qu'il faut être très prudent avec le nucléaire, sauf que on peut pas être dans un écologisme démagogique. Aujourd'hui, avec l'électrification et les voitures électriques, des trottinettes, etc., on ne peut pas se passer aujourd'hui du nucléaire. Le parc est très vieillissant, puisque c'était prévu pour 40 ans, et maintenant on prolonge. Et rappelez-vous, en 2022, le souci qu'on a eu, les fameuses centrales qui étaient à l'arrêt, c'est parce que on n'a pas du tout anticipé la maintenance, et qu'on n'avait personne pour venir faire les soudures. Et oui, c'est ce que j'évoquais là dans la présentation. Nous ont mis un couteau sur la gorge, excusez-moi de l'expression, pour dire, voilà, ça va vous coûter tant, et c'est comme ça que ça va se passer. Et d'abord, on va s'occuper des nôtres. Regardez à La Hague le super réacteur PR, on peut se dire maintenant c'est même un 18 et pas un 3, qui nous coûte 21 milliards et qui est toujours pas fonctionnel, il y a toujours des fuites. Enfin, il faut trouver... pour l'instant, on peut pas s'en passer du nucléaire, c'est clair. Il faut préparer la suite et passer de la fusion à la fission, puisque ça... Parce que fission à la fusion. Pardon, la fission à la fusion, parce que ça, il n'y a pas de déchets, alors qu'aujourd'hui, il y a des déchets et on ne sait pas comment les traiter. Et puis, moi, je pense vraiment qu'il faut miser sur l'hydrogène rapidement et être les leaders mondiaux là-dessus. Thierry Brosse, l'expert ? Alors, on peut pas se passer de nucléaire, vous avez raison, et tout le monde le dit, il faudra du nucléaire et du renouvelable. Alors, pour le renouvelable en France, c'est quelque chose qui arrive après le nucléaire. Dans d'autres sociétés, c'est plutôt l'inverse. Mais même à la COP28, il a été décidé de multiplier la capacité nucléaire par 3. Par contre, pour l'hydrogène, moi, je suis plus sceptique, plus inquiet, parce que c'est quelque chose de compliqué. C'est un gaz qui se gère très mal. Je suis chimiste, c'est un gaz qui reste pas bien dans les tuyaux, qui est très inflammable. Et puis, il faut savoir comment on va le faire, parce que à la fin, il peut y avoir beaucoup de greenwashing dans cette histoire-là. Tout l'hydrogène ne sera pas totalement vert. L'hydrogène, aujourd'hui, d'abord, il n'est pas utilisé dans l'énergie, il est utilisé dans les raffineries, pour nettoyer les coupes pétrolières, et c'est de l'hydrogène gris, c'est-à-dire produit avec du gaz et beaucoup de CO2. Demain, produire de l'hydrogène vert, comme
comme la Commission le voulait en 2019. C'était un beau papier, mais ça n'avait pas de fondement mathématique. Là encore, le challenge est haut placé et difficile d'y arriver. On essaye de cerner le problème. Joseph Touvenel, peut-être sur la partie éolienne. Déjà, j'ai entendu, on ne peut pas se passer du nucléaire, tout le monde le dit. Ça, c'est nouveau. Oui. Ça, c'est nouveau parce que avant, celui qui défend le nucléaire, c'était quasiment un suppôt de Mussolini. Je me rappelle d'avoir entendu une première ministre. Un suppôt de Mussolini, qui était très très fier de nous annoncer l'arrêt de Fessenheim et ensuite l'arrêt de tout le nucléaire. Évidemment. Il n'y a pas si longtemps. Ça va faire 2 ans et demi, 3 ans maximum. C'est-à-dire que le réel a rattrapé les doux rêveurs. Et on le sent bien dans la consultation des auditeurs de Sud Radio. Une partie d'ailleurs du mauvais entretien du parc, ça a été un sous-investissement, mais aussi des gens à qui on dit on va vous fermer, ils vont pas aller ripolliner. C'est aussi simple que ça aussi. Après, Mickaël tout à l'heure nous a dit la science, il n'y a pas que la science, mais la science, elle marche, elle avance. Et donc, le nucléaire, c'est une des solutions qu'il faut améliorer en sécurité. On a parlé de fission, de fusion, etc. Mais pas que. Mais pas que. On peut aller sur ce qu'on appelle le renouvelable. Mais attention, l'éolien, moi j'ai pas envie d'habiter à proximité d'un espèce de gros machin dégueulasse qui tourne en faisant du bruit, qu'on m'amène en bétonnant, machin, etc., qui au bout de 10 ans ne fonctionne plus, et j'en fais quoi? Je parle même pas de ce qui se passe en mer, mais je suis pas contre le principe. Par exemple, il faut travailler sur les énergies marines, sans doute aussi. Enfin, voilà, il y a des voies qui sont ouvertes, mais ça, c'est aux scientifiques, aux chercheurs, d'avancer de façon pragmatique. Parce qu'aujourd'hui, il y a un très bon dossier d'ailleurs dans le Figaro, qui parle de ce problème des éoliennes en mer. Beaucoup d'appels à projets et pas de réponse parce que ce n'est pas rentable. Les Chinois sont en train de phagocyter tout. On en est où sur l'éolien, Thierry Brosse ? Alors, d'abord, je voudrais revenir, tout le monde l'a compris, parce que finalement, on s'est rendu compte que la souveraineté énergétique était la mère des souverainetés. Sans souveraineté énergétique, vous ne pouvez pas ni vous chauffer, ni manger, ni transporter, etc. Et donc, je crois que finalement, l'utilisation de l'arme gazière par la Russie nous a réveillés, malheureusement un peu tard. Alors, pour ce qui est de l'éolien, je crois que on avait, vous évoquiez, tout le monde dit, on avait pendant longtemps essayé de faire croire aux citoyens que la transition énergétique serait gratuite et donc que l'on serait capable de produire de l'électricité éolienne ou solaire pour zéro. Or ça, c'est pas vrai. Et c'est là que le problème de rentabilité se pose. Effectivement, et donc vous devez investir pour ça et vous devez aussi investir pour la batterie, pour stocker cette électricité. Et en plus, ça, on ne sait pas le faire. Donc, vous voyez que vous avez raison, il va falloir mettre beaucoup d'argent dans la recherche, et je suis assez favorable à ça, et il va falloir essayer de trouver des solutions qui ne soient pas des solutions chinoises, en plus. Oui. Mickaël Sadoun, la France exporte en direction des Pays-Bas, du Luxembourg, de tous les voisins européens, en fait. On peut dire que là, on tient quasiment un fleuron côté français, côté économie français, à travers cette électricité et le nucléaire. C'est extraordinaire. Pour circonscrire un peu le sujet, le besoin énergétique de la France annuel, c'est 420, disons, térawattheures. Or, on a une production nationale qui est de 470 térawattheures, dont 410 qui vient du nucléaire. Sachant qu'on a une vingtaine de centrales fermées, de réacteurs fermés sur une cinquantaine, je crois, en France. Donc, si on les réouvrait, après c'est des questions de maintenance, etc., on serait non seulement autosuffisant en termes énergétiques, mais en plus on aurait la capacité d'exporter de manière massive dans toute l'Europe. Ce qui serait bon pour le climat, puisqu'on l'a dit, c'est une énergie totalement décarbonée, le nucléaire. Heureusement, le débat public a fait un peu son chemin de croix sur la question. Ça a évolué beaucoup. Et puis en plus, ce serait accessoirement pas mal pour notre balance commerciale et notre balance des paiements qui est pour le moment très déficitaire. Donc moi, je suis à fond pro-nucléaire, je n'ai pas peur de le dire. Ensuite, je ne crois pas tellement aux énergies renouvelables, en tout cas dans l'état des choses. Si on prend par exemple l'éolien en mer, ce qui a été installé, les 62 éoliennes en mer qui ont été installées dans la baie de Saint-Brieuc en Bretagne, déjà elles marchent en sous-régime et le backup est assuré par des centrales à gaz qui pour le coup sont polluantes. Regardez aussi la stratégie énergétique, on en a tellement parlé, de l'Allemagne. L'Allemagne, même quand les éoliennes sont très bien alimentées en vent, comme ça s'est fait par exemple dans le courant début décembre, milieu décembre, leur énergie était quand même 10 fois plus polluante que la nôtre. Donc la stratégie
qui a été notamment lancée par le général de Gaulle à l'époque, elle est merveilleuse et je suis pour la continuer. Et des entreprises allemandes et danoises notamment sont positionnées sur cet éolien en mer. Juste une petite réaction de Sandrine, notre auditrice au 0826 300 300. Sandrine, vous avez entendu la consultation, les auditeurs de Sud Radio disent nucléaire à fond. Vous, c'est un peu votre esprit ou pas ? Oui, moi j'ai envie de dire les deux en général quand même aussi. Oui, quand même, bah oui. Oui. Ouais. Et puis on n'a pas évoqué le solaire ici. Il y a quand même beaucoup de maisons qui ont des panneaux solaires. Enfin, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Le solaire, c'est quand même aussi très intéressant pour l'outre-mer. Voilà, il y a quand même pas mal de pistes. En ce qui concerne le nucléaire, bon, on s'est endormi sur nos acquis. Hein. Donc, voilà, il va falloir réinvestir en effet des fois un peu dans les infrastructures, mais aussi, je pense, dans le recrutement et dans la formation. Parce que on a l'impression qu'on n'a pas fait les efforts depuis peut-être même 20-30 ans. Et puis, en effet, la recherche-développement, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux que ça. Maintenant, si on exporte dans toute l'Europe, moi je trouve ça super. Hein. C'est super. Alors, Sandrine, est-ce que l'argent de ces exportations vont vraiment aller dans les caisses de l'État ? C'est la question aussi peut-être qu'il faut se poser, parce que Sandrine, quand on voit le nombre d'intermédiaires qu'il y a, qui va vendre cette électricité à qui ? On est tenu par le temps, mais je retiens un élément aussi de ce que vous avez dit. Vous avez parlé du solaire. Alors ça marche, vous avez dit, dans les Outre-mer, mais aussi dans les Hauts-de-France. Hein, si on écoute la chanson d'Enrico Macias, on a dans le cœur, dans le soleil, tout ça. Alors c'est à vous de conclure, justement, Thierry. On peut rebondir sur ce que nous dit Sandrine. On a parlé de l'éolien, du solaire. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à la politique énergétique française ? Vous avez pas énormément de temps, mais concluez. Oui, solaire et éolien, plus 24% cette année par rapport à 2022. Donc, effectivement, c'est important. Je crois qu'il faut absolument comprendre qu'on va avoir besoin du nucléaire pendant longtemps, qu'on va avoir besoin de plus de nucléaire. Juste un exemple, si demain on transforme toutes nos voitures thermiques en voitures électriques, il faudra 10 nouveaux réacteurs nucléaires supplémentaires pour la France. Donc, vous voyez, on a besoin de ça. Et en plus, on va avoir besoin beaucoup d'électricité si on veut réindustrialiser la France. Donc, je crois qu'on est plutôt dans une bonne situation aujourd'hui. Après 25 ans peut-être de gribouille énergétique, on s'est réveillé. Maintenant, il va falloir investir pour les réseaux, pour la production et pour la recherche et développement. Thierry Brosse, notre pendule fonctionne à l'électricité et ça tourne. Oui. Et je suis désolé, c'est terriblement frustrant. Les vraies voix, vous avez été exceptionnel. C'était le dernier vraie voix de l'année 2023. Merci à vous, Thierry Brosse, bien sûr. Philippe Bouriaki. Merci, Mickaël Sadoun. Merci, Joseph Touvenel. Notre réalisateur, Benoît Goutorp, qui se dit il va faire exploser le timing. Je sais, merci à Ottilie Pascal qui nous a aidé à préparer cette émission. Allez, c'est la dernière de l'année, j'ai perdu une minute tout de suite. C'est Thomas Binet avec Philippe David, les incontournables de la gestion de patrimoine. À l'année prochaine. Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David.